Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac de mécanique. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans Cinésphère, l'émission qui réunit les copains autour du cinéma. Nouveau T'as vu quoi? Aujourd'hui, on enchaîne les T'as vu quoi tous les 5 jours, il y a un nouveau T'as vu quoi. Du coup, cette fois-ci, je suis juste avec Guillaume. Salut Guillaume. Salut Michael. Il est un peu dépité parce qu'il sait pertinemment quel sera notre premier sujet de conversation. C'est même la raison pour laquelle on fait un T'as vu quoi aussi vite, au-delà du fait qu'on a vu quelques films quand même. C'est que on voulait un peu parler de... C'est la dernière fois que vous avez eu un T'as vu quoi? On faisait nos pronostics sur France-Espagne. Et depuis, il y a eu un peu d'évolution dans tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Quel est ton état d'esprit? Et parler de tout en général, de ce que tu ressens par rapport à tout ça. Et de la Coupe du Monde en général. Alors je pense que n'importe quel supporter de football qui aime vraiment, alors pas les saisonniers, hein, pas ceux qui regardent la Coupe du Monde quand c'est la Coupe du Monde et après ils s'intéressent plus du tout au foot. Non, je parle vraiment de ceux qui ont un club de cœur, voilà, tous ces trucs-là, qui sont vraiment impliqués un peu, pas forcément qui regardent des matchs chaque semaine, mais qui regardent souvent la Ligue des Champions au moins, qui s'intéressent aux résultats, voilà. Les gens savent que quand ton équipe de cœur perd dans une compétition, c'est comme un deuil, en fait. Tu vis comme un deuil. Alors évidemment, c'est pas un deuil... c'est pas au niveau de perdre un proche, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un mini-deuil qui va beaucoup plus vite, on va dire. Ça peut rester t'occuper l'esprit pendant quelques jours et après, voilà, tu passes à autre chose. C'est très bien de déconnecter souvent du foot à ce moment-là. Le problème, c'est que là, il y a eu un enchaînement vraiment assez terrible de deuil, parce qu'il y a déjà eu la défaite de l'équipe de France face à l'Espagne, et après ça, la défaite de l'Angleterre face à l'Argentine. Donc, c'est-à-dire que là, vraiment, on va assister à la pire finale de Coupe du Monde de tous les temps. Il n'y a aucun doute possible là-dessus. Ce sont les deux pires équipes du tournoi qui jouent. Il y en a une qui ne produit aucun jeu. Alors, c'est sûr, hein, techniquement, c'est la meilleure équipe du tournoi parce qu'elle joue en équipe. Elle a un collectif excellent, mais c'est à voir, c'est à vomir, c'est d'un ennui mortel. Ça ne crée absolument rien. Ce sont 10 milieux de terrain qui ne font que courir partout. Il y a des milieux offensifs, des milieux défensifs. Voilà, il y a pas de, il y a pas de créateur, il y a rien. Non, ce sont juste, voilà, c'est un jeu à l'espagnol. Hein, c'est comme ça. Ils apprennent à leurs jeunes à jouer comme ça. De toute façon, voilà, moi je n'aime pas l'Espagne, mais je dois reconnaître que ils ont eu une approche révolutionnaire un peu du foot. Il y a énormément de coachs qui sont espagnols et qui niquent tout. Je pense notamment à deux principaux, Luis Enrique qui a tout gagné avec le Barça, qui ensuite a tout gagné avec le PSG, hein, pour la première fois de son histoire, deux finales, enfin deux Champions League d'affilée. Il y a Pep Guardiola aussi qui a tout niqué au Barça, c'est le père de Messi. Ensuite au Bayern, ensuite à Manchester City. Enfin voilà, ce sont des tacticiens incroyables. Nous, on n'a pas ce genre de tacticien en France. Et c'est surtout que l'éducation à l'espagnol, en fait, dès leur plus jeune âge, on leur apprend à jouer comme ça. Les Espagnols, ils ont tous le même profil, sont tous des mecs avec cheveux courts, une barbe, brun, les yeux noirs, 1m75 tous, et puis ils s'appellent tous, genre Alex Baïnia, Ferran Torres, genre Diego Torres, ils font des mix comme ça entre les noms, voilà. Et ils se ressemblent énormément, ils savent tous jouer ensemble, et il faut... Heureusement que tu sais de quoi tu parles, parce que ça a l'air tellement raciste de l'extérieur. Ah mais non, mais peux... ça se voit que tu sais de quoi tu parles, heureusement. Non, mais je pense que n'importe qui peut être d'accord avec moi, et encore une fois, je veux vraiment être objectif. Je vais pas du tout dire que l'Espagne a volé la France ou quoi que ce soit. Non, attention, on mérite de perdre. D'où ma grosse déception, c'est qu'on mérite de perdre. Malheureusement, on a fait le pire match de notre Coupe du Monde de très très loin. Je m'attendais pas du tout à voir ça. Et l'Espagne a de très très loin fait son meilleur match de la Coupe du Monde. L'Espagne a enchaîné les purges. Le seul match où elle s'en est bien sortie, c'était contre l'Arabie Saoudite en poule, je crois, où ils gagnent 3 ou 4-0, un truc comme ça. Mais le match d'ouverture face au Cap-Vert, c'est une purge pas possible, 0-0. Le troisième match de poule face à l'Uruguay, c'était désastreux. Le niveau était catastrophique de ces deux équipes.
Enfin, surtout de l'Uruguay, en vrai. L'Uruguay, pour moi, c'est le plus gros flop de cette Coupe du Monde. L'Uruguay, c'était une catastrophe. Et surtout, ils perdent 1-0 sur un vieux but. En plus, c'est le gardien uruguayen qui arrive pas à garder la balle. Et du coup, il la touche juste au lieu de l'arrêter. Et elle rentre, mais vraiment à 2 km/h dans le but. Et c'est le seul but du match. Et après, l'Espagne, elle fait que tourner la balle. Et les Uruguayens, je sais pas ce qu'ils font. Enfin, bref. Et après, tout leur match, c'était ça. C'était gagner 1-0 et puis contrôler. C'était faire 0-0 et puis gagner au tir au but. Je crois que c'est comme ça qu'ils battent le Portugal ou ils gagnent 1-0, je sais même plus. La Belgique, c'est pareil. Mais en fait, c'est qu'à chaque fois, en fait, ils contrôlent le match. Mais du coup, il n'y a aucun spectacle. Ce sont des victoires sans saveur. Ce sont des matchs soporifiques à souhait. Alors j'imagine que quand t'es espagnol, t'es content de voir ton équipe gagner des matchs, arriver en finale de Coupe du Monde. Je peux comprendre. Mais à regarder, c'est d'un ennui mortel. Et c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de saveur. Si tu veux, quand c'est une petite équipe, genre le Cap-Vert, tu vois, qui va jouer comme ça, qui va jouer avec ses armes, qui va tout faire pour essayer d'aller le plus loin dans la compétition, alors qu'on sait très bien qu'ils vont pas gagner, c'est normal. C'est un peu comme un mec qui gagne un SMIC et qui est là genre à compter un peu ses sous parce que c'est chaud pour lui. Ok, pas de problème. Par contre, l'Espagne, c'est un peu l'équivalent d'un Bill Gates, tu sais, qui est pété de thunes, c'est une grande nation du foot, et elle joue pareil, donc ça fait vraiment le millionnaire qui compte ses centimes en fait. Donc c'est sûr, c'est pas interdit, c'est une bonne façon de rester riche dans un sens, mais c'est vraiment pas beau. Alors que la France, tu vois, c'est un millionnaire, mais qui va flamber dans des yachts de luxe, je sais pas où je vais avec cette analogie, mais je trouve que en fait, on est généreux, et de toute façon, la France, on peut dire ce qu'on veut, on est toujours les adorables losers, voilà. On est l'équipe incroyable, remplie de joueurs incroyables, et on ne fait que perdre dans les pires dispositions à chaque fois, que ce soit en 2006, la finale contre l'Italie, c'était un cauchemar, 2022 contre l'Argentine, n'en parlons pas. Maintenant, l'Espagne, ça fait 3 fois d'affilée qu'on perd contre cette Espagne en demi-finale. En plus, les Espagnols et les Français, ça se met beaucoup sur la gueule. J'ai l'impression que les Espagnols aiment beaucoup plus cracher sur la France en disant « Ouais, ils sont arrogants, prétentieux. » Moi, je regarde souvent sous les posts et tout. Je trouve qu'on est à chaque fois, nous, respectueux. En fait, on a tellement peur de se faire baiser par le karma qu'on est toujours « Bon, bonne chance, les gars, bonne chance. » Et puis, ils sont là « Ah, on va vous baiser. » Et puis, c'est eux qui passent. C'était là, super, c'est trop bien. Et alors, attention, il y en a qui sont très arrogants en France. Le problème, c'est comment tu veux ne pas garder bon espoir de niquer tout le monde, sachant que ça fait, honnêtement, je pense que ça fait, 10 ans qu'on a les meilleurs joueurs du monde. On a le potentiel sur le papier, on est la meilleure équipe du monde. Depuis 10 ans, personne ne s'est rapproché de nous. On a les meilleurs joueurs, on a le potentiel, on a un vivier pas possible, sur le papier, et franchement, alors je vais pas dire que je suis pas ouvert au débat, peut-être que si sur 6 mois, à un moment, il y a une équipe qui a été meilleure que nous, mais en vrai, je vois même pas. Peut-être l'Angleterre en 2022 éventuellement, mais non, je sais pas. Pour moi, on est la meilleure équipe du monde. Ça fait 10 ans. La dernière fois qu'on a perdu contre une équipe qui était meilleure que nous foncièrement, c'était l'Allemagne en Coupe du Monde, 2014. Sinon, depuis ce jour-là, certes, on a perdu des matchs, mais à chaque fois, c'est parce qu'on a mal joué. On n'est jamais sorti avec les honneurs. En 10 ans, on n'est jamais sorti avec les honneurs. On n'a jamais fait un match incroyable, mais l'adversaire était juste trop fort. Exactement ce qui s'est passé en 2014 en quart de finale de la Coupe du Monde face à l'Allemagne. On a fait un match magnifique, mais l'Allemagne était juste trop forte. Elle avait Neuer dans les cages, c'était une muraille infranchissable. Et même l'Allemagne, elle jouait trop bien. Cette année-là, c'est un des champions du monde qui mérite le plus. Et en fait, c'est ça qui me déprime et qui est tellement dur quand on est supporter de l'équipe de France, c'est que on perd à cause de nous, en fait. Parce que même si l'Espagne fait le match de sa vie, nous, avec la qualité qu'on a, si on fait un bon match, on les termine. Et c'est pour ça que moi, j'avais prédit un 3-0 pour l'équipe de France, qui me semble tellement stupide aujourd'hui. Parce que je me disais, on a tellement bien joué depuis le début, là, les Espagnols, ils vont pas réussir à arrêter cette attaque, en fait. Et en fait, ils s'en sont parfaitement sortis. Déjà, parce qu'on fait une entame de match. On a fait 8 bonnes premières minutes, un truc comme ça. Après, on a enchaîné carton jaune pour un de nos milieux de terrain. Ça, en plus, bref, je continue là-dessus et je reviendrai après. Carton jaune pour un de nos milieux de terrain, donc il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, donc il peut plus jouer aussi agressivement que pendant tout le match. Ensuite, on a notre défenseur central qui se blesse, donc ça, vraiment la catastrophe, vraiment terrible. Ensuite, il y a un penalty qui est franchement discutable, qui est donné à l'Espagne. Après, je me cache pas derrière l'arbitrage.
Parce que l'arbitrage des deux côtés, il a été catastrophique. Normalement, pour moi, il n'y a pas pénalty pour les Espagnols, mais pour moi, il y a carton rouge pour Olise qui fait une faute colossale sur un Espagnol. Enfin, c'est n'importe quoi de ce qu'il a fait. Donc voilà, encore une fois, je ne me cache derrière rien. L'Espagne mérite de gagner. L'Espagne, sur ce match, elle mérite de gagner. C'est sûr que si on s'intéresse au beau football et tout, l'Espagne, elle mérite pas de gagner. Non. Mais bon, voilà. C'est pas interdit, c'est sa façon de jouer. Elle est en finale de Coupe du Monde. Voilà, grand bien lui fasse. C'est juste très triste de voir une équipe comme ça atteindre la finale. Parce qu'en plus, ils ont vraiment pas des joueurs dingues, quoi. Il y en a peut-être un ou deux qui peuvent être de classe mondiale. Genre, Lamine Yamal, je le déteste. Mais bon, faut dire que s'il continue comme ça, faut encore qu'il prouve. Parce que tout le monde dit que c'est un génie, un futur Messi, etc. J'attends encore d'être convaincu par ce mec. Dans les grands rendez-vous et tout. Après, voilà, il a le potentiel, parce qu'il a 19 ans, je crois, un truc comme ça. Donc, ok. Et surtout, là où j'en veux un peu à l'équipe de France, c'est que il va falloir qu'on parle du cas Deschamps, Didier Deschamps. C'est-à-dire qu'il a été coach de l'équipe de France. Après l'échec à l'Euro 2012, Laurent Blanc se casse. Il est remplacé par Deschamps. Ça fait 14 ans qu'il est là, Deschamps. Il récupère une équipe de France qui est franchement dans le mal. Il vire des cadres problématiques. Il récupère des joueurs moins bons, mais qui ont l'esprit d'équipe, on va dire. Je pense à des Moussa Sissoko, vraiment ce genre de joueurs qui n'ont pas le niveau équipe de France, mais qui, par le fait de mouiller le maillot, leur détermination et tout, et leur mentalité, aident vraiment un collectif. Et dès 2014, on a une équipe incroyable qui fait une belle Coupe du Monde. Malheureusement, on est battu par les Allemands qui étaient trop forts. Et dès l'Euro 2016, c'est là qu'on commence, on devient la meilleure équipe du monde. Et malheureusement, on perd en finale. Mais bon, on perd en finale pour gagner 2 ans plus tard la Coupe du Monde. Sans cette défaite en finale, je pense qu'on la gagne pas en 2018. Et après, on enchaîne en fait des déceptions. Mais c'est vrai que quand il pense, Deschamps, ça fait 14 ans qu'il est en équipe de France. Ça fait 10 ans qu'il a la meilleure équipe du monde entre les mains. Il gagne qu'un seul trophée. Enfin, il en gagne 2 avec la Ligue des Nations. Mais la Ligue des Nations, pour moi, c'est... Enfin voilà, ce qui compte seulement, pour moi, c'est Coupe du Monde et Euro. Franchement... Alors, je vais pas du tout cracher sur ce qu'a fait Didier Deschamps. Il a reconstruit l'équipe de France, il a fait un travail colossal. C'est un coach incroyable. Mais je pense qu'on peut quand même remettre en question... À remplacer. Comment ? De commencer à songer à le... Oui, à il va partir de toute façon. Là, c'est son dernier match. Samedi, là, c'est son dernier match. Oui, ok, d'accord. Il quitte et ce sera Zidane qui le remplacera. Enfin, à 99% Zidane qui le remplacera. Ah ouais. Ok. Et ça vaudrait le coup ? De quoi ? Que ce soit Zidane ? Ouais. Ah je pense oui, parce que justement en fait la conclusion c'est que je n'ai pas envie de cracher sur ce qu'a fait Deschamps, parce qu'il a fait énormément de choses pour l'équipe de France, mais je pense que n'importe quel coach qui s'en sort un minimum, avec les talents qu'il a dans son équipe, c'est obligé qu'il gagne au moins un titre. Et c'est ce qu'a fait Deschamps en fait. Deschamps, c'est un titre de champion du monde, donc merci à lui, il n'y a pas de problème, mais je pense que n'importe quel coach... Sur 10 ans avec la meilleure équipe, avec les meilleurs joueurs du monde sous les mains, forcément, il doit gagner un titre. Et normalement, pour moi, on doit en gagner minimum 3, tu vois. On doit gagner genre 2 euros et une Coupe du Monde, un truc comme ça. Vu l'équipe qu'on a, mais à chaque fois, 2020, c'est oui, mais ça allait pas. En fait, le problème, c'est que Deschamps, il est trop... Je sais pas, il est trop fixé, il fait des fixettes en fait. Il se dit, ah non, je veux jouer comme ça, je veux jouer comme ça. Et le gros problème, c'est contre l'Espagne par exemple. Parce que vu qu'on a une attaque de fou, on joue avec 4 attaquants. 4 défenseurs, 2 milieux, 4 attaquants. Mais jouer contre l'Espagne, qui contrôle le milieu de terrain comme jamais, parce que c'est ce que je disais, ils ont que des milieux de terrain, plus ou moins offensifs ou défensifs. Jouer à 2 milieux de terrain contre l'Espagne, mais on était déjà foutus en fait, je me dis. Parce que oui, il faut savoir s'adapter en fonction des matchs que tu fais. C'est ça, exactement. Et le gros problème, c'est que... Alors, voilà, on peut lui reconnaître ça, c'est que Deschamps, il a voulu jouer le beau jeu, le football total, l'attaque contre l'Espagne. Le problème, c'est que l'Espagne, elle a fait un plan anti-France, parce qu'elle savait qu'on allait jouer comme ça, et elle nous a baisé. Nos 4 attaquants n'ont pas touché les ballons du match, et on s'est fait bouffer au milieu de terrain. Et le problème, là où j'en veux à Deschamps, c'est qu'il a toujours mis 3 plombes à faire ses changements. Là, je suis désolé, à la mi-temps, tu dois remplacer 3 ou 4 joueurs, tu dois rajouter un milieu de terrain, virer un attaquant, je sais pas, t'essayes des choses au moins. Tu sors Digne, qui a fait un match catastrophique, tu sors Olise, pareil, qui était pas du tout dans son match, tu les remplaces, et t'essayes de,
tu perds de toute façon. Donc qu'est-ce que tu as à perdre que de tenter, de changer? Mais non. À la mi-temps, je crois qu'il fait même pas de changement. Il attend la 60e pour sortir un premier joueur, ensuite blabla. Et enfin, on était déjà foutu. Et puis alors, dès le deuxième but, c'était fini. Enfin, déjà au 1-0, je savais qu'on n'allait pas revenir. Mais alors au 2-0, là, c'était fini. Et c'est horrible, c'est une telle torture de regarder ça et de te dire, putain, mais... on a tellement de potentiel. Comment ça se fait que ça marche pas? Et... ouais, enfin bref, voilà. Donc je pense que ça fera du bien d'avoir un nouvel entraîneur, genre Zidane. Je sais pas, ça se trouve, on va direct regretter Deschamps. On va tomber dans une phase noire en mode l'équipe de France en 2010 qui veut pas sortir du bus, etc. Alors ça m'étonnerait, vu le vivier qu'on a. Mais bon, voilà, c'est un peu le bilan de ce match. Et de l'autre côté, et là, du coup, tu regarderas même pas la finale? Ah bah maintenant que je sais que c'est Espagne-Argentine, non, je regarderai pas la finale. Non. Et tu penses que c'est qui va gagner? L'Argentine? Oui, bah franchement oui. Parce qu'en fait, depuis le début de la compétition, je me dis l'Argentine pue la merde, elle va sortir, c'est pas possible. Donc en poule, Messi se prend pas de rouge, mais bon, ça, on s'en fout, hein, au point où on en est, de toute façon, c'est bon. Hein. Je vais arrêter d'essayer de prêcher des convertis, hein, parce que là, c'est... enfin bon, bref. Ils ont le parcours le plus facile, ils galèrent contre le Cap-Vert, ils galèrent contre l'Égypte, ils galèrent contre la Suisse, ils galèrent contre l'Angleterre, mais ils passent quand même, parce que l'Angleterre se dit, tiens, attends, j'ai un des meilleurs effectifs du monde, et si je puais ma grande-mère, là, face à l'Argentine, ce serait pas mal, hein, je marque un but et je me chie dessus, je me liquéfie, pour les laisser après attaquer. Enfin, franchement, je suis désolé, mais je n'en démords pas, l'Argentine a un effectif vraiment faible, c'est pas une équipe, enfin, c'est ça qui est horrible, c'est qu'Espagne-Argentine, ce qui me choque, c'est qu'il y a un des deux qui va être champion du monde. Et au vu de leur effectif, je me dis, mais comment c'est possible? Donc là, ce que je me dis, hein, c'est qu'à chaque fois, je me suis dit, allez, l'Espagne va sortir, l'Argentine va sortir, allez, l'Argentine va sortir, allez, l'Argentine va sortir. Donc maintenant, j'en ai marre de me mentir en me disant, parce que au fond de moi, je me dis, l'Espagne va gagner, vu la prestation qu'elle a fait contre l'équipe de France, mais bien sûr que non. Évidemment, l'Espagne va faire un match dégueulasse en finale, ils vont complètement passer à côté de leur match. L'Argentine, bizarrement, va y avoir un coup de vent, la balle elle va être emportée dans le but, ah bah trop bien, génial, va y avoir un carton rouge qui va partir, va y avoir des buts sur hors-jeu refusés, bizarrement là, l'intervention divine, l'Argentine va gagner, voilà, et puis elle va gagner, tu sais, dans les formes, hein, 4-0, et après t'as tous les connards de racistes de merde argentins, mais attends, il y a des 4-0 en finale, ça te suffit pas, et tout, comme ça, enfin voilà, désolé, hein, je suis un énorme rageux, mais enfin je suis tellement catastrophé du niveau de cette Coupe du Monde, que, enfin, franchement, j'hésite à dire que c'est une des pires. Alors, peut-être que la pire, c'était quand même celle au Qatar, parce que trop de bordel, elle est en hiver, une Coupe du Monde en hiver, non mais ça va pas. Enfin, vraiment, et puis tous les scandales avec l'Argentine, c'était vraiment dégueulasse. Même l'équipe de France, je dis pas que l'équipe de France, on devait gagner. Pour moi, en fait, il devait pas y avoir de vainqueur en 2022. Parce qu'il n'y avait pas d'équipe qui se démarquait vraiment. S'il y en avait une, ça aurait été éventuellement l'Angleterre. Le problème, c'est qu'elle sort en quart, bah, c'est nous qui les sortons. Et on l'a échappé belle, hein, parce que franchement, vu le match qu'on fait, franchement, alors on fait un bon match, hein, mais eux en face, c'était quand même très costaud, ils faisaient très peur. Et là, tu vas aller regarder la France-Angleterre? Oui, ah bah bien la sûr. Finale. Oui, bah pour moi, c'est la finale. Hein. Pour moi, c'est la vraie finale. Parce que c'est la vraie finale footballistique. Voir un 1-0 pour l'Espagne en finale de Coupe du Monde, c'est bon, hein, j'ai déjà donné en 2010, ça suffit. Et non, honnêtement, enfin voilà, de toute façon, peu importe qui gagne, évidemment, j'ai envie de voir l'Espagne gagner parce que je veux pas voir l'Argentine gagner. Mais du coup, bah, vu que j'ai dit ça, évidemment, c'est l'Argentine qui va gagner maintenant. J'ai vu, ça m'avait fait rire parce que du coup, je vois des sketchs et il y a un mec qui me fait rire, qui fait plein de trucs, mais en ce moment, il est que sur le foot au niveau de ses sketchs et tout. Il met en scène des personnages, des trucs comme ça. Et à un moment, il fait l'Argentine, quoi. Il représente l'Argentine. Et il dit un truc genre non mais nous sur le terrain on a un mec il gère tout, c'est grâce à lui qu'on gagne, c'est grâce à lui que machin et tout. Il fait et en plus on a Messi. Oui voilà exactement. Et du coup c'est l'arbitre. C'était très drôle. Ouais. C'est ça. Non, bah de toute façon mais il s'en cache même plus hein. De toute façon je sais pas si t'as vu Gianni Infantino là, cette espèce de raclure de bidet vraiment celui-là. C'est le président de la FIFA. Et qui a un sourire vraiment, mais jusqu'aux oreilles quand la caméra a bougé sur lui au moment où la France perdait 2-0 contre l'Espagne, il avait un sourire, mais jusqu'aux oreilles.
Mec, quand je me souviens, il y avait eu un but du Portugal contre la Croatie, tout le monde saute autour de lui et lui il tire la gueule, une gueule de 6 pieds de long. Par contre, quand l'Argentine gagne, là il saute de joie, il fait yes, trop bien. Après, il est interviewé dans la rue, il fait j'ai vraiment cru qu'on allait perdre. Hein. Enfin, je suis neutre moi, hein, bien sûr, et c'est là genre mais gros, mais cache-toi mieux quoi. Puis de toute façon, en ce moment, il y a des enquêtes de ouf qui sont menées par le FBI, par des journalistes français sur l'AFA, l'association de football argentine. Pour des trafics, du blanchiment d'argent, des trucs comme ça. Et de toute façon, voilà, vraiment, je fais pas le rageux. Vous l'avez vu, je suis vraiment objectif. L'Espagne, par exemple, elle mérite d'aller en finale et tout. L'Argentine, je le dis, je le répète, c'est trafiqué. Faut arrêter de croire. Depuis 2020, Messi se fait lustrer le chibre par absolument tous les officiels. Tout le monde dit Messi, il met une vitesse à Ronaldo, regarde tous les titres qu'il a gagnés. Exactement, les titres qu'il a gagnés, qu'on lui a décernés. Un ballon d'or, je suis désolé, mais c'est les journalistes, c'est tout ça derrière qui décident. Il va gagner un 9e ballon d'or, là. Hein. Messi, mais ça y est. Messi est en finale, qu'il gagne ou qu'il perde, il gagnera un 9e ballon d'or. Il a rien fait de son année, il va gagner ballon d'or. Il va gagner ballon d'or, trophée du meilleur joueur de la Coupe du Monde, trophée du meilleur buteur, du meilleur gardien aussi, tant qu'à faire. Hein. Allez, on va lui donner ça aussi. Vraiment, il va tout gagner. Et encore une fois, voilà, il sera là dans 4 ans, à 43 ans, à jouer pour l'Argentine, et puis encore une fois, il va aller en finale. Vraiment, c'est tellement écœurant, si tu veux. Parce que moi, j'étais ce connard avant qui était là, genre, arrêtez de dire Messi ou Ronaldo, profitez des deux, de les avoir tous les deux ensemble. Parce que c'était vrai. Messi était incroyable. Et il l'est encore, hein, le mec, il a 39 ans, il met 8 buts en Coupe du Monde. Oui, c'est sûr, il y en a 4 ou 5 qu'il aurait pas dû mettre, parce qu'il aurait dû se prendre un carton rouge. N'empêche que, en étant resté, il les a mis, ces buts-là, et il faut reconnaître, il a un talent fou, ce mec. Ronaldo aussi, à son époque, parce que Ronaldo, c'est vrai qu'il a sucré les fraises, là, c'est vraiment fin de carrière, faut arrêter, quoi. Mais si tu veux, en fait, je trouvais que c'était vraiment legit avant, parce qu'il y avait vraiment une rivalité entre les deux. Et après, je sais pas, depuis le Covid, il y a l'Argentine qui galérait dans toutes ses compétitions, qui a perdu, je crois, 3 finales de Copa América d'affilée, qui a perdu une finale de Coupe du Monde en 2014. Et là, bizarrement, elle gagne tout. Messi gagne, à chaque fois que l'Argentine gagne un titre, Messi gagne un ballon d'or. Donc, ce qui fait que ces 3 derniers ballons d'or à Messi, c'est du grand n'importe quoi. Jamais de la vie il doit les gagner. Non, franchement, c'est juste affligeant parce qu'ils ont, au-delà de gâcher le football, ils ruinent l'héritage de Messi en plus. Parce que Messi aujourd'hui, on s'en souviendra pas comme le gars qui a marqué le Barça à l'époque de la rivalité avec Ronaldo, qui faisait des saisons à 60 buts tous les deux chacun. C'était la rivalité, ils se poussaient chacun vers le haut parce que chacun voulait être meilleur que l'autre. Du coup, ils atteignaient des stats mais qu'on ne retrouvera jamais dans le monde du football. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en train de gâcher l'héritage de Messi parce qu'ils sont en train de tout lui donner, de trafiquer pour que ce soit lui qui gagne à chaque fois. Et c'est insupportable. C'est insupportable. Et alors je vais pas dire qu'il y a les arbitres qui sont corrompus ou des trucs comme ça, mais je suis persuadé qu'il y a du favoritisme. Et l'exemple parfait, c'est le carton rouge qu'aurait dû se prendre Messi. Mais tous les jours, il marche sur un mollet dans le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Tous les jours, il doit prendre carton rouge et minimum 2 matchs de suspension. C'est une faute grave. Même si c'est maladroit et il veut pas faire mal, je m'en fous. Il marche sur un mollet avec des crampons. C'est un coup à te péter le tibia péroné, ça. Oui. Donc ouais, vraiment, c'est... Enfin voilà, bref. Du coup, je suis... Enfin pareil, hein, cela dit, l'Argentine, elle fait un beau match. Hein. Enfin, un beau match, pas vraiment. C'est surtout l'Angleterre qui s'est liquéfiée. Vraiment, l'Angleterre, ils ne supportent pas la pression. Ils ne peuvent pas gérer la pression. C'est un truc de fou. Ils marquent le but du 1-0 et puis ils se chient dessus. Ils font le pire match de leur mondial, eux aussi. Quoique, ils en avaient fait un, je crois, c'était contre le Ghana. C'était une belle purge aussi, je crois. En poule 0-0. Mais là, et l'Argentine, vraiment, c'est... Ils s'en sortent le cul bordé de nouilles, hein, vraiment, les Argentins, c'est... Mais si tu veux, à chaque match... c'est marrant, quand même, que l'Argentine s'en sorte comme ça, etc. Au bout d'un moment, ça devient vraiment suspect, quoi. Et au bout d'un moment, il faut juste... se poser les bonnes questions. Et... Alors, Dieu sait que j'aime pas les Argentins, mais bon, je peux détester les Argentins et je déteste l'Italie de 2006 contre qui on perd en finale parce que c'était des énormes salopes sur le terrain. Mais je dois reconnaître, ils méritent leur finale et malheureusement, ils méritent de gagner parce qu'ils sont rentrés sous la peau des Français, ils ont fait péter un câble à Zidane, voilà.
Et ça m'arrache la gueule de le dire, parce que c'est encore une blessure ouverte pour moi, 2006. Mais voilà, c'est juste que c'est un football ignoble et pas du tout fair-play. Mais n'empêche, on peut pas dire grand-chose sur leur titre de champion du monde. Voilà, c'était la France ou l'Italie. Qui que ce soit le gagne, c'était mérité. C'est sûr, on était plus beau à voir jouer. C'est un truc qui me restera toujours en travers de la gorge. N'empêche qu'ils ont gagné. L'Argentine, pour moi, c'est faux parce qu'on leur a rajouté ça. Et d'ailleurs, je me suis intéressé à ça avant. Parce qu'on me disait, ouais, 86, Maradona, la main de Dieu, bourré à la cocaïne et tout. Et en fait, bon, il n'était pas encore accro à la cocaïne à cette époque-là. Et puis la main de Dieu, c'est sûr, il met un but en gros de la main en quart de finale contre l'Angleterre. Mais après, il met le but du siècle. Et franchement, l'Argentine n'a pas volé sa place. Enfin, pour moi, elle mérite en 86. Par contre, en 78, non. Parce qu'il y a eu pareil, là, pour le coup, de la corruption. Et c'était la Coupe du Monde en Argentine, hein, en 78. Et puis, il y avait comment il s'appelait ? C'était pas Pinochet ou un truc comme ça, qui a trafiqué la compétition. Il devait gagner, je crois, contre le Pérou pour arriver en finale, parce que c'était un autre système qu'aujourd'hui. Il devait gagner 4-0 contre le Pérou. Plus de 4-0. Parce que le Brésil était devant au score, enfin dans le classement. C'était un classement, c'était pas des éliminations directes à l'époque, c'était un classement et les deux meilleurs du classement s'affrontaient en finale. Et l'Argentine était deuxième, le Brésil premier avec une meilleure différence de but et il fallait que l'Argentine gagne plus de 4-0 son prochain match contre le Pérou et pour passer devant le Brésil. Puis ils ont gagné 6-0 avec les Péruviens qui n'ont pas joué du match, ce qui est assez bizarre hein, quand même, on se demande bien pourquoi. Et puis pareil, en finale, il y a un peu un scandale, je crois, d'arbitrage ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus trop quoi. Enfin bref, voilà, du coup, je suis un peu abattu. Rien à voir avec la Coupe du Monde là précisément, mais tu vas voir des matchs en vrai ? Des grands matchs comme ça ? Alors, surtout depuis que ma sœur a rencontré son actuel mari hein, et le père de son enfant, étant donné qu'il travaille à l'UEFA et qu'il me ralasse à certains moments. Parce que depuis le Covid, depuis 2021, je crois, il m'a envoyé des billets. Pour aller, je suis allé voir la finale de Ligue des Champions au Stade de France en 2022, gratuitement. Ah ouais. La finale d'Europa League en 2023 à Budapest. C'était Séville-Roma. J'ai encore une fois vu les Espagnols gagner. À chaque fois que j'y vais, c'est les Espagnols qui gagnent. Un truc de fou. Et surtout, je suis allé à l'Euro 2024. Je suis allé voir 3 matchs. Je suis allé voir le quart de finale France-Portugal. C'était un peu une purge, 0-0 et on gagne au tir au but. J'étais trop content. Et puis j'ai pu voir Ronaldo jouer, donc j'étais content. La demi-finale Pays-Bas-Espagne, où, je te laisse deviner, l'Espagne a gagné. Non, Pays-Bas-Angleterre, pardon. Pays-Bas-Angleterre en la demi-finale de 2024. Et ensuite la finale Espagne-Angleterre, où l'Espagne a gagné. Hein. Et c'était à Berlin, donc j'ai fait Hambourg, Dortmund et Berlin pour les 3 matchs. Et Berlin, c'était le stade de la finale de 2006, justement. Donc c'était là où Zizou a mis son coup de tête, où j'étais. Et donc là, j'y vais cette fois-ci pour voir l'Espagne gagner contre l'Angleterre. Donc c'était un vrai plaisir. Hein. Autant te dire que dès qu'on a entendu le sifflet final avec mon pote, on s'est barré. Parce qu'on voulait pas voir les Espagnols soulever le trophée. Encore aujourd'hui, je n'ai pas vu une seule image des Espagnols soulever le trophée. Hein. Ah ouais. Donc non. Voilà, je suis un rageux, mais ils méritent, hein. Clairement, ils méritent. Hein. Attention, ils méritent l'Euro 2024, les Espagnols. C'était les meilleurs. Mais c'est un champion. Tu aimerais voir si un jour la Coupe du Monde est par là, tu aimerais voir une Coupe du Monde quand même. Un match de Coupe du Monde, carrément, bah oui. Oui, à l'époque, il y a 10 ans, avec mon pote, on se disait, allez, quand on aura 30 ans, allez, on va aux États-Unis et tout. Et puis on a vu les billets aujourd'hui. Et non. Ouais, j'imagine. Mais oui, bien sûr, c'est un rêve. L'argent qu'il faut entre les billets, plus le voyage, plus... plus. Et même tout, ils ont mis des taxes sur tous les Américains. En fait, tu fais un emprunt pour aller... tu fais un emprunt juste pour ça, quoi. De toute façon, il y avait des places de libre dans les tribunes, tellement ils ont fait les crevards. Bah ouais, bien sûr. Donc ouais, et puis là, franchement... Là, on le sait déjà, ou c'est la prochaine Coupe du Monde, ou pas du tout ? Oui, non mais ça pareil, putain, faut vraiment qu'il y ait une refonte de la FIFA parce que c'est pas possible. La Coupe du Monde aura lieu sur 3 pays, enfin dans 3 pays en 2030, ce seront Espagne, Portugal et Maroc. Ils sont à côté géographiquement, mais bon, ça fait 2 continents, donc je trouve ça très con déjà. Ouais. Et surtout, alors je sais même plus pour quelle raison c'est en gros, ils veulent faire les matchs d'ouverture au Paraguay, en Uruguay et en Argentine. Je sais pas pourquoi, hein. Pourquoi ils veulent faire ça, je sais pas, c'est le président qui a décidé de choisir ces pays-là. Alors pourquoi
Ah, Je ne crois pas qu'il y ait d'affinité entre le président de la FIFA et l'Argentine et l'Amérique du Sud de manière générale, hein, je ne sais pas. Mais oui, parce qu'il faut savoir que le siège de la CONMEBOL, donc en gros l'UEFA mais de sud-américaine, est au Paraguay. Et tous les présidents, ça a été prouvé encore une fois, de la CONMEBOL, étaient corrompus. Voilà. Il y a eu des énormes scandales et tout sur eux. Le Paraguay est un des pays les plus corrompus. Ils se sont battus pour avoir le siège de la CONMEBOL là-bas. Et enfin voilà, bon bref, de toute façon il y a des scandales à tous les niveaux dans ces pays-là, niveau corruption. Mais voilà, et du coup, bah ouais, donc les 3 matchs d'ouverture, je crois, auront lieu dans ces 3 pays-là. Je sais pas pourquoi, je crois qu'il y avait une douille, une explication, je sais pas. Et sinon le reste, bah Espagne, Portugal, Maroc. Donc écoute, on verra bien. Peut-être une 3e étoile pour l'Espagne. Enfin une 3e, je suis un malade moi. Une 2e ou une 3e étoile pour l'Espagne à ce moment-là, du coup. Mais du coup, ça va, l'Espagne, c'est pas si loin. Avec un peu de chance, tu auras peut-être. Surtout, d'ici là, t'habiteras sur Toulouse, t'es près de la frontière. Alors, ça dépend en si vrai, c'est à l'autre bout de l'Espagne, dans mais 4 ans, je serai peut-être plus à Toulouse, hein, parce que j'aurai fini mes études, moi, dans 4 ans, du coup. C'est vrai. Donc, je sais pas, mais. Enfin, ou à moins que je sois très mauvais et que je redouble. Mais. Non, honnêtement, je sais pas. Bah, ouais, peut-être que j'aurai envie d'y aller. Après, bon, ça. Je sais pas. Enfin voilà, du coup. On va parler de films maintenant. Oui, désolé pour ça, mais c'est vrai que ça, j'avais un peu besoin c'est bien d'en parler. Et puis, ouais, c'est ce que je. C'est intéressant quand t'en parles, tu vois, j'y connais rien et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, ouais, bah, surtout que j'essaye vraiment d'être fair en fait, vraiment d'être juste et de reconnaître. Je suis totalement d'accord. Ouais. Les problèmes de pas être là, non, la France méritait de gagner. Je pense que dans le jeu, pour ce qu'ils ont proposé depuis le début, la France méritait la Coupe du Monde. Mais bon, j'ai oublié dans les derniers podcasts un élément crucial que j'ai peut-être omis parce que je voulais rester dans mon rêve, hein, voilà. Mais c'est que la plus belle équipe ne gagne jamais en Coupe du Monde. C'est toujours l'équipe la plus forte, tu vois. Dans les examens, j'ai toujours été pour les contrôles continus. Je trouve ça plus logique qu'on te juge sur tout ce que tu as fait pendant tout le long de l'année que sur le jour où tu dois faire le bac, par exemple, et que, comme par hasard, c'est ce jour-là où tu t'es planté, alors que tu gagnes tout quand tu fais tes examens en cours, quoi. Et tu te dis, c'est nul, parce que je suis bon pour de vrai, c'est juste ce jour-là où j'étais nul. Et du coup, c'est chiant, tu vois. Et ben moi, voilà, faudrait faire pareil avec les matchs. Bah, c'est un championnat, hein, ce que tu dis. C'est tout. C'est un championnat. Tu regardes la Ligue 1, tu regardes les championnats de tous les pays, c'est ça, c'est 38 matchs sur l'année, enfin 34 quand il y a 18 équipes. Et puis, c'est le vainqueur à la fin. Mais le problème, en fait, c'est que pour une compétition comme l'Euro, comme la Coupe du Monde, c'est que c'est trop nul un championnat. Oui, c'est pas possible. Parce que c'est anti-climax, climatique, je sais pas comment on doit dire. Enfin, si tu veux, les matchs élimination. Divertissement avant tout. Bah, c'est ça. Et puis les matchs élimination directe, même, bon, bah voilà, moi je dis ça, je vais pas dire, il faut arrêter parce que la France est meilleure. Non. Oui, la France est meilleure, non. Il faut juste qu'on trouve un tacticien, quelqu'un qui sache gérer cette équipe pour qu'on gagne parce qu'on mérite de gagner. Et tu penses que Zidane y arrivera? Ouais. Il est pas je sais pas. Peut-être que c'est un mauvais truc de penser comme ça, mais... Non, je crois qu'il a 52 ans, un truc comme ça, je crois. Oui, c'est pour ça que je dis 71 ou 72, il me semble. Ouais, ok. Donc non, il est pas trop vieux ou quoi. Non, mais c'est surtout l'aura qu'il représente. Et je pense que lui, il a une... Deschamps, si tu veux, c'est vraiment c'est le coach un peu qui reste fidèle à son plan. Je sais pas, Zidane, ça va être l'aura un peu, tu vois. C'est les joueurs, ils vont voir Zidane arriver, ils vont faire putain, c'est Zidane. Voilà, le mec pète, il a une aura autour de lui incroyable. Et on va gagner pour lui, si tu veux. Bah, tu vois, Zidane, première équipe qu'il entraîne, c'est le Real Madrid. 3 ans d'affilée, il gagne 3 Ligues des Champions, tu vois. Bon, après, ils avaient un Real absolument monstrueux. Mais là, voilà, l'équipe de France, c'est un peu l'équivalent du Real de cette époque-là. Donc j'espère qu'il va nous mettre bien. Genre dès l'Euro 2028, si on gagne l'Euro 2028, ce serait incroyable. Mais bon, je ne vais pas me projeter, hein, parce que souvent l'arrivée d'un nouvel entraîneur dans une équipe, voilà, et ça prend du temps pour que la sauce prenne. Mais en tout cas, ouais, je pense que c'est bien. En tout cas, moi je suis... L'équipe, elle va bouger aussi un peu, tu penses ? Ah oui. Je pense qu'il y en a qui vont virer, genre les Marcus Thuram, eux, c'est un peu le népotisme et tout, eux, ça va dégager, je pense. Il va en garder, il va en appeler d'autres. Voilà, c'est clairement une technique de coaching différente. Tu vois, j'arrête pas de me dire, si Zidane avait été en équipe de France au lieu de Deschamps, Benzema, mais ce serait le meilleur joueur français de tous les temps, je pense, tu vois, parce qu'il aurait joué avec l'équipe de France et Zidane l'aurait compris, quoi. Mais voilà, et puis c'est ça, hein, quand je dis qu'on est les beaux losers, c'est qu'on a
Ouais, on a proposé du jeu toute la compétition et malheureusement on est tombé face à une Espagne froide et calculatrice et ouais, qui a gagné mais sans saveur. Donc voilà, bien joué à eux. Ça me fait chier de le dire, mais bien joué à eux, voilà, parce qu'ils ont gagné le match, ils méritent d'être en finale de Coupe du Monde. Ils ont battu tous leurs adversaires fair and square, voilà, donc c'est bien. Mais bah c'est triste, quoi, parce que c'est vraiment pas très beau à voir. Donc ouais, écoute, voilà, je leur souhaite de gagner, parce qu'au moins ils méritent d'être en finale, contrairement à l'autre finaliste. Donc voilà, donc j'espère qu'ils vont gagner, ce qui veut dire que l'Argentine aura sa 4e étoile. Voilà, écoute, j'espère au moins qu'on gagnera contre l'Angleterre avec un triplé de Mbappé, faut qu'il devienne meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. On peut passer au film, pardon. Ouais, je vais commencer parce que moi j'ai un film de plus que toi, donc du coup ça fera un tour chacun. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que Sam Neill est mort récemment. Ça fait un petit truc, quoi, parce que même pour ceux, c'est vrai que moi j'avais pas vu des masses de films avec Sam Neill, mais juste pour Jurassic Park, c'est con, hein, mais juste pour Jurassic Park, ça fait quelque chose, parce que c'est vraiment la figure de Jurassic Park et enfin. Il y en a plusieurs, mais c'est quand même lui que j'ai en tête à chaque fois quand je pense au film, quoi. Et donc du coup, je me suis dit, allez, quitte à entre guillemets honorer sa mort, je vais me regarder un film avec lui. Et j'ai cherché dans les films les plus obscurs avec lui. Et donc j'ai vu le film Possession de Andrzej Zulawski avec aussi Isabelle Adjani, qui est donc un film où en gros elle part, elle dit, au début, c'est un couple, elle dit, moi, ça va plus trop entre nous. Lui dit, ça serait bien quand même, on a un enfant et tout, ça serait bien de continuer à essayer de se voir, machin et tout. Elle dit, non, mais moi, je peux pas. Et en fait, elle se barre de plus en plus de la maison et rien n'est réellement expliqué. Juste, elle part et lui, il pète un câble. Il dit, de toute façon, tu as abandonné notre fils, machin et tout. Tu fais, bon, c'est un peu mélodramatique et puis c'est très surjoué aussi, ça fait très théâtre dans la façon de jouer. J'étais vraiment mal parti. Je me suis dit, ce film-là, il a l'air... ça a l'air d'être vraiment le petit film un peu tout pourri. Et en fait, petit à petit, ça avance. Et en fait, tu comprends que, en effet, elle a un amant ou un truc comme ça. Oui, elle a eu un amant, sauf qu'en fait, c'est pas chez lui qu'elle va. Mais où est-ce qu'elle va? Et en fait, quand elle rentre, elle a des pétages de câbles. Elle devient complètement folle. Et Isabelle Adjani, avec le regard complètement, les yeux exorbités, et toujours le regard dans le vide et tout, qui est assez incroyable dans le truc, dans le surjeu, dans le cabotinage, mais incroyable quand même. Et en fait, tu apprends que en gros, en fait, tu comprends pas tout. Pour de vrai, j'ai pas compris vraiment ce qui se passait dans le film. Mais en gros, je sais pas si elle aurait plus ou moins enfanté du diable et elle fait évoluer ce démon avec qui elle continue à coucher au fur et à mesure. Et c'est un truc, c'est le monstre, en gros, qu'elle se tape, c'est un truc entre Cthulhu et la vieille merde dans du bébé de Eraserhead, tu vois. Je sais pas si tu l'as vu, Eraserhead. Et en fait, c'est un truc, mais c'est dégueulasse, tentaculaire. C'est vraiment tout ce que j'aime, tu vois. Vraiment, on est dans du society à peu près. Ouais, et donc, du coup, elle se tape ce machin qui ressemble à rien, qui a zéro forme, qui est dégueulasse. Et en fait, elle devient folle. Elle a des moments de pétage de câble avec des moments un petit peu glauques et gore. Et où vraiment, il y a une scène entière de possession, entre guillemets, où c'est la scène de l'accouchement, en fait. Et cette scène-là, c'est en gros, c'est danse contemporaine sur 10, où en fait, elle court dans tous les sens, mais tu sais, de version très exagérée, genre je mets ma tête dans tous les sens, etc. Et au début, tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu joues comme ça, quoi? Et puis, plus ça va, plus je suis pris dans le truc, quoi. Je me suis dit, non, je sais pas, j'aime bien la performance qu'elle me donne. C'est très théâtralisé, c'est très exagéré, mais j'étais vraiment dans le truc. Et Sam Neill, qui lui aussi est dans un truc psychotique, en fait, de pas comprendre il comprend tellement pas ce qui arrive, il comprend tellement rien qu'il est, il est presque incohérent tout le long du film. Il y a des moments où il a l'air énervé, des moments où il a l'air content de comment ça se passe. Et il est dans un jeu pareil très particulier où il est vraiment entre ce truc où il a l'air de jouer deux personnages tellement différents à des moments. Enfin voilà, le film est très incompréhensible et du coup j'ai adoré. C'est très bizarre. Hein. Ouais, j'ai passé un bon moment parce que je sais pas, l'aura du film a totalement marché sur moi. Donc j'avais mis 8 sur 10 quoi. Mais voilà, c'est un film, c'est vraiment une curiosité. J'en avais vaguement entendu parler. C'est Intercut, je crois qu'en avait parlé, qui aime bien parler de ce genre de film un petit peu bizarre. Et je l'avais trouvé dans la liste en plus des films les plus obscurs. Donc quand j'ai vu qu'il y avait Sam Neill dedans et que je voulais confondre les deux, je me disais c'est parfait. Ah bah donc là, oui, voilà. Ouais.
Mais voilà, c'est assez culte pour les gens qui aiment bien les films un peu niche de genre, voilà. Mais moi, c'est vrai qu'avant d'en avoir entendu parler vite fait sur les réseaux il y a pas longtemps, je n'avais jamais entendu parler de ce film. Mais c'était pour dire, en gros, vous avez jamais vu Isabelle Adjani dans ce genre de rôle, quoi. Et c'est vrai. Donc vraiment, effectivement, je vois des extraits du film. Ça, ouais. Alors, ils étaient très jeunes tous les deux, parce que c'est un film de 80 ans. Oui, Du coup. carrément. Mais waouh. Ouais, c'est particulier. Ouais. Mais voilà, je conseille dans l'absolu si on veut voir un truc un peu différent. Je pense pas que tu prendrais du plaisir. Je te vois pas prendre du plaisir devant ce film, Guillaume. Eh bien, je ne pense Mais pas. Effectivement. ouais. En général, pour les auditeurs, si vous cherchez des curiosités, de toute façon, j'ai que ça. J'ai 4 curiosités, mais sur 5. Mais sinon, voilà, celui-là, ça fait partie de ceux que j'ai préférés dans les films que j'ai vus là ces derniers jours. Guillaume. Alors, moi, ce seront 4 films très très semblables. Si je te dis les 3 bilogies, je sais pas si ça se dit biologie, duologie. Biologie ? Ouais. Duologie plutôt, ouais. Il y a 3 duologies d'aventures des années 2000. La première, je l'ai déjà maté il y a pas longtemps, c'était La Momie. Et je le sais. Oui, ah oui. La deuxième, c'est... Alors, c'est parce que j'étais au courant, parce que je suis malheureusement tombé dessus sans faire exprès, c'est Benjamin Gates. Exactement. Donc j'ai regardé ça. Et les 2 autres seront la 3e duologie. Okay. Je te laisserai réfléchir un peu pour deviner. Ok. Et du coup, j'ai regardé le tout premier Benjamin Gates, sachant que ce sont des films qui m'ont toujours fait envie, les deux, que je n'avais jamais vu. Je n'avais jamais vu un seul extrait. Je savais juste que c'était un film d'aventure avec Nicolas Cage. Et je n'ai vu, alors jusqu'à très récemment, j'avais vu que Kick-Ass. C'était le seul film que j'avais vu avec Nicolas Cage. Ensuite, j'ai vu Long Legs, un truc comme ça. Et après, j'ai vu le film de Benjamin, là, Frozen Ground, ou un truc comme ça, où il y a Nicolas Cage aussi. Ouais. Et là, je commence et j'envisage même de faire ces volte-face, c'est ça, ou double-face, un truc comme ça. Il y a fait un film. Volte-face, ouais. Ouais, où j'hésite il est con celui-là, mais je l'aime bien. C'est Nicolas Cage. Ouais. Et du coup, c'est John Woo, quoi. En plus, je savais pas ça. Oui. C'est bien ça. Et du coup, j'ai regardé le premier Benjamin Gates et j'ai passé un super moment. J'ai adoré. Et ça, je suis trop content parce que c'est vraiment le genre de film. Moi, je l'ai découvert jeune. Il y a ce truc un peu nostalgique de se dire peut-être que si je l'aime encore aujourd'hui, c'est parce que je suis nostalgique. Toi, tu le découvres aujourd'hui en 2021, en 2026. Complètement. Je veux dire, il y a tout pour que tu dises ça a mal vieilli et non, quand tu le découvres aujourd'hui, c'est pas un bon film. Exactement. Et Dieu sait que je pourrais le dire sur les autres duologies dont je parle depuis tout à l'heure. Enfin, voilà. Parce que La Momie, c'était... Enfin, surtout le 2, visuellement, c'était très très dur quand même de faire abstraction. Là, de toute façon, il n'y a quasiment pas d'effets spéciaux dans le film. Oui, c'est donc, vrai. Ça... Beaucoup d'effets pratiques, de décors en vrai et tout. Oui, et puis surtout, tu vois, il n'y a pas de gros monstres ou je sais pas trop. Enfin, je crois pas dans le premier, peut-être même dans le deuxième, je sais même plus. Non, mais il n'y a pas de fantastique en fait. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça que j'adore. C'est que c'est vraiment un nouveau Indiana Jones. Et c'est pas une blague, c'est littéralement un nouveau Indiana Jones. Et peut-être un peu plus pour les enfants, sans la touche un peu fantastique de Indiana Jones, même si bon, il y a un peu de mystique quand même et peut-être de très vite fait d'occulte et tout. Voilà. Mais voilà, là où dans Indiana Jones, on va t'arracher le cœur et tu seras toujours en vie avant de te brûler vif, tu sais, les trucs un peu badants, ou l'Arche d'Alliance, tu sais, où il y a des âmes qui sortent et tout. Là non, vraiment, les 2 films Benjamin Gates sont très terre à terre et c'est vraiment un archéologue. Et en fait, c'est trop bien parce que je trouve qu'on ne sait plus faire des films comme ça aujourd'hui. Des films où juste on sait ce qu'on va voir. On n'essaye pas de surprendre le spectateur. Juste, on fait ce à quoi on s'attend, mais on le fait bien et on s'applique quand on le fait. Enfin, je sais pas, ça manque tellement. Alors déjà, j'ai été... les personnages aussi. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. J'ai été bluffé. Il y a un côté Mission Impossible, je trouve. Ah ben complètement. Je trouve qu'il y a complètement... Dans la construction de chaque personnage, c'est vraiment l'équipe à la Mission Impossible qui fait que tu t'attaches à tout le monde. Je suis content parce que c'est tous mes clins d'œil. En plus, tu as parlé de John Woo et je voulais dire... Je voulais parler de Mission Impossible, sachant qu'il a fait le 2. Mais là, oui, clairement, il y a ça. C'est-à-dire que tu as Nicolas Cage, donc Ethan Hunt, tu as son fidèle second là, qui fait des blagues, le mec qui joue dans Very Bad Trip, Jason Bartha, je crois. Donc tu as Nicolas Cage, Jason Bartha, tu as Diane Kruger qui joue dedans. J'étais là, mais quoi, qu'est-ce qu'elle fait là? Ensuite, il y a... Attends, c'est dans celui-là. C'est dans ça que je l'avais découverte, moi. Il y a John Voight aussi dedans. Je fais putain, mais c'est incroyable. J'avais oublié. Là, c'est le père de Nicolas Cage.
Ah oui, Et c'est vrai. il y a Sean Bean dans le premier. Je suis là, putain, mais c'est Ouais, incroyable. dans le premier, ouais, casting. c'est méchant. Ouais. Enfin, c'est un casting de fou, tu vois. Et je trouve que Puis les punchlines. tous les personnages sont géniaux. Nicolas Cage, il est parfait dans ce rôle parce qu'il se la joue pas trop badass. Et tu sens qu'il est c'est un peu le gars, tu sais, qui est un peu hésitant, tu sais, qui est pas ultra doué non plus. C'est pas genre Ethan Hunt, tu vois. C'est pas James Bond où le mec a toujours plus d'un tour dans son sac. Non, tu sens qu'il galère un peu dans son plan tout en étant bien. Et surtout, en fait, tu sens ses motivations qui sont purement sa place est dans un musée. Tu sais, c'est vraiment ça, tu vois, comme dans Indiana Jones où le mec il va donner sa vie pour que, un peu en mode Sisu, tu sais. Genre, non, ce sont mes valeurs qui priment et puis je vais voler la déclaration d'indépendance pour ne pas que les méchants l'aient, tu vois. Mais moi, ce que j'aime bien dans ce film aussi, c'est ce côté très. On met ça pour la bande-annonce, mais ça marche sur moi. C'est vraiment presque face caméra, quoi. Il va dire je vais voler la déclaration d'indépendance. Dans le 2, il refait pareil. Oui. Je vais. Je vais entrer dans le bureau ovale, ouais. Enfin, oui, Buckingham non, mais Palace. c'est ça, mais je vais. Comment tu. Oui, je vais kidnapper le président. Ah oui, je vais des kidnapper États-Unis. le président des États-Unis. C'est exactement. ça. Oui. Et c'est pareil, tu vois, il le dit vraiment. Je veux dire, t'as même pas besoin de le dire. C'est purement un objet promotionnel de dire ça. Mais ça marche. Mais ça marche du bien, tonnerre en fait. parce que c'était un bon film à l'ancienne, tu vois. Un bon film où il n'y avait pas de prise de tête. On se disait pas, faut éviter ça, faut éviter ça. Non, là, juste, tu fais un pur film d'aventure. C'est un peu cliché, mais ça marche trop bien. Ça marche trop bien. Toute la scène où il veut voler, enfin, la scène de plan un peu en mode, braquage, où on va voler la déclaration d'indépendance, c'est totalement à la Mission Impossible, clairement. Mais c'est Mission Impossible de faire ça, tu sais. Voilà. C'est génial. Il y a toujours ce truc un peu énervant où tu sais, t'as les héros qui sont à une chasse au trésor et puis t'as toujours un méchant qui est un pas derrière eux. Tu sais, moi, c'est le truc. Enfin, forcément, il faut rajouter de la tension dans le film, donc on rajoute ça. Mais c'est vrai que moi, il y a un côté frustrant là-dedans. Mais ce que j'aime bien, c'est que contrairement à Indiana Jones où ça va être, tu sais, ils se tapent tout le sale boulot. Là, les méchants arrivent, ils font allez, on prend tout. Et puis finalement, ils sont prisonniers. Et puis il arrive à s'échapper, à récupérer le truc. Et puis boum, scène de baston. Je fais exploser des trucs, je tire sur les méchants. Et puis à la fin, c'est bon, on a gagné. Là, ce que j'aime bien dans celui-là, c'est qu'ils arrivent plutôt bien à se débarrasser parce qu'ils ont toujours la pression, tu sais, de Sean Bean qui leur court après. Et à la fin, ils font la prochaine étape, c'est d'aller là-bas, ceci, cela. Et en fait, ils lui mentent pour eux continuer la chasse au trésor de leur côté. Et moi, c'est le truc où je suis satisfait. Je suis content. Je fais là, c'est bien que ça se fasse comme ça. Et ouais, juste tout simplement, je trouve que l'univers est génial. Ça marche trop bien. Il n'y a pas de scène chiante à la Geostorm où t'as la gosse qui va venir parler à son père. On va pas venir te mettre du pathos derrière. Non, là c'est vraiment genuine, tu vois. Genre il va essayer de voler la déclaration d'indépendance et puis c'est là que Diane Kruger va se ramener là-dedans parce que c'est la conservatrice du musée ou un truc comme ça et elle va faire mais qu'est-ce que vous faites là, attendez et tout, et puis par un enchaînement de coïncidences elle va se retrouver kidnappée et puis du coup il va la sauver et puis ils vont finir par faire l'histoire ensemble. Enfin, c'est vraiment un film à l'ancienne et ça fait trop du bien de voir des films comme ça. Et je suis tellement heureux de pouvoir encore aujourd'hui en découvrir parce que c'est exactement le genre de fantastique. Enfin, c'est pas un film fantastique, mais pourtant je trouve que il y a du fantastique dans cette histoire. C'est un peu ce scénario improbable et pas crédible, tu sais. Mais c'est ça, mais comme tu dis, c'est parce que c'est le côté aventure avec vraiment le côté chasse au trésor, mais c'est comme le 2, on part direct sur un livre. Donc le livre des secrets, c'est un livre où il y aurait tous les secrets. T'as l'Atlantide, t'as la zone 51, c'est vraiment le livre du président où il y a tout dedans. Ça fait rêver, tu vois. Oui, bien sûr. C'est le truc pour tous les complotistes, mais dans ce film il existe et c'est trop bien. Et tu vois, moi j'avais acheté à l'époque le DVD collector du deuxième, du livre des secrets, et c'était le livre des secrets, le DVD. C'est stylé. Tu l'ouvrais, t'avais plein de cartes dedans et tout, genre avec des secrets révélés, etc. C'était trop bien, tu vois. Et ouais, non, j'étais vraiment fan de cette duologie aussi. C'est vraiment quelque chose qui me plaisait énormément et je les ai pas revus depuis très longtemps et tu me donnes très envie de les revoir. Écoute, je suis content. Et puis de toute façon, je lui ai mis 8 au premier. Voilà. Je parlerai du deuxième après. Oui, c'est vrai qu'on parle là du premier. Moi, je mélange les deux, mais c'est vrai qu'on parle du premier essentiellement. Ouais. Ensuite. Et puis j'aime bien aussi les relations. Je finis avec ça, mais j'aime bien ce genre de relations aussi que tu sais, c'est pas juste on est des vrais ennemis parce qu'à la base ils sont amis. C'est juste qu'ils n'ont pas la même vision des choses. Oui. Et puis, ils n'ont pas la même façon de travailler entre guillemets. Ouais. Mais voilà. Il y a un côté un peu bâtard chez Sean Bean, hein. C'est vraiment le gars. Ah oui, bien sûr. C'est Sean Bean. Oui, ça lui va bien. oui, c'est vrai. Sauf en Ned Stark.
Voilà, deuxième film que j'ai vu, là c'est du lourd. J'ai regardé La Montagne Sacrée de Alejandro Jodorowsky. Donc moi Jodorowsky je connais de nom parce que c'était lui qui devait faire le Dune avant, enfin le film Dune David avant Lynch. David Lynch. Et c'était devenu le film ultime, genre le film qui n'a jamais été fait, au point d'avoir fait des livres sur ce film qui n'a jamais été fait, d'avoir fait un documentaire sur ce film qui n'a jamais été fait. Tous les cinéphiles rêvent de voir, enfin tous les cinéphiles fans de Dune rêvent de voir ce truc exister un jour, parce que c'est ça aussi qui a aussi inspiré quasiment tout ce qui existe aujourd'hui dans le cinéma de science-fiction, comme le xénomorphe, les trucs comme ça. Tout ça, c'est tiré des dessins de tout ce qui avait été créé pour Dune de Jodorowsky. Donc Jodorowsky, on est dans les trucs cinéphiles, dans un monument, tu vois. Et je me suis dit, faut que je vois un de ses films. Un jour, faudrait que je vois. Je suis quand même attiré par son cinéma. Ça a l'air d'être assez barré. Faudrait que je tente. Et donc j'ai regardé. Donc là, je suis toujours dans ma liste là des films les plus obscurs. Et je vois La Montagne Sacrée. Il y en a un autre qui s'appelle El Topo qu'il faudra que je vois aussi. La Montagne Sacrée, c'est vraiment, vraiment, vraiment étrange. Oui, en effet, on est dans ce genre de cinéma. T'es pas là pour comprendre. T'es juste là pour ressentir, quoi. C'est une critique de la religion, du capitalisme, de plein de choses, mais tout ça avec des choses très bizarres, très étranges. Il n'y a pas un seul plan où tu fais pas mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Vraiment, c'est que des idées mis bout à bout de plein de choses un petit peu étranges. Je pourrais même pas... Tape, juste comme ça, hein. Tape sur Google, là, La Montagne Sacrée GIF, et tu comprendras ce que je veux dire. C'est juste tout le temps bizarre, tout le temps étrange. Oula. C'est un univers... Ah oui. Voilà, c'est... Qu'est-ce que Ouais, c'est que ce je pense bordel. Ouais. Et c'est ça. Et encore les gifs là, mais c'est 2% de ce qu'il y a dans le film, quoi. Le film ne s'arrête jamais. C'est vraiment... Tout est fait en effets spéciaux carton-pâte, tu vois. Mais ouais, ça je donne un vois, cachet ouais. au film. Ouais, ça donne un cachet au film, ça donne un truc, et c'est très étrange, très glauque, très sur le sexe, parce que ben, j'aime bien ce genre de truc. De toute façon, j'avais envoyé une photo... je sais plus si c'est dans notre conversation ou pas. Aussi, bah oui, c'est dans notre conversation. Ça vient de ce film, le truc de maintenant, grâce à toi, mon monument est rempli de 1000 testicules ou je sais pas quoi là. Enfin, c'est Je me souviens même parce plus, que attends. T'envoies tellement de trucs ouais, c'est bizarres ça. en même temps. Ouais, c'est ça. Et c'est ça tout le temps, le film. T'es là, tu vois, les dialogues sont chelous. Voilà. Et alors, j'ai été charmé par le projet. C'est vrai que je comprends. Enfin, moi, j'aime ce genre de trucs très bizarres, très étranges. Ça a totalement marché sur moi. L'esthétique et la mise en scène du film a totalement marché sur moi. À côté de ça, je trouve que le film se perd complètement dans une histoire que je m'en fous complètement, avec un cabotinage omniprésent. Là, c'est même pas. Je parle par exemple, tout à l'heure, je parlais d'un Possession de côté un peu théâtral dans le jeu. Là, on n'est pas dans le théâtre, on est dans le cirque. C'est vraiment trop. Ah ouais, carrément. Et ouais, c'est très slapstick à certains moments et tout. Et ça m'a un peu saoulé. Donc il y a plein de moments aussi où je me disais, ouais, c'est bon, calme-toi, tu te la pètes un petit peu trop. Je pense que tu essaies de faire Enfin, il y a des moments où tu sentais un peu de légèreté. Il y a des moments, j'avais l'impression que le gars, il sentait qu'il faisait un chef-d'œuvre, tu vois. Et je me disais, descends d'un cran, essaie d'être un petit peu plus modeste, et peut-être que ton film, il serait mieux. Et c'est un peu ce que je reproche au film. Donc j'ai mis 6 au film. Je l'ai trouvé... Voilà, j'ai quand même plus passé un bon moment qu'un mauvais moment. Mais faut pas déconner, il y a tout le monde voilà, qui le suce. Je vois qu'il a 7,5 de moyenne sur Sens Critique, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui ont mis 10 et calmez-vous, quoi. Voilà. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre quand je vois ce genre de film qu'on se dise Dune, qui est vraiment un film très, très pas onirique, mais très symbolique. Ouais, il y a quand même toute une aura. Sur le côté un peu sacré justement, et Ouais. là ce qui me tarde, tu vois, autant j'ai vu les deux de Villeneuve et j'ai vu celui de Lynch. Celui de Lynch, je l'avais trouvé sympathique, je l'avais pas trouvé aussi détestable que ce que je croyais, parce il y a un côté un petit peu étrange justement dans l'esprit et dans l'histoire de Dune qui correspond bien à Lynch, je trouve. Il y a énormément, par exemple, de voix off. Mais c'est pas des voix off qui racontent l'histoire, c'est des voix off des personnages. Qu'est-ce que je suis en train de penser
pendant ce qui est en train de se passer à ce moment-là du film. Et du coup, ça donnait un truc très onirique, justement. Et j'aimais bien. Je me suis dit, putain, si le film pouvait être plus souvent comme ça, avec des voix off, parce que comme ça, en gros, on t'explique pas vraiment ce qui se passe. Tu as juste le ressenti du personnage à ce moment-là. Je trouvais ça très. Je sais pas, très bien, en fait. Alors que dans le Dune de Denis Villeneuve, qui est un peu plus terre à terre, bah, quand quelqu'un doit dire quelque chose, bah, il le dit. Et du coup, c'est trop dicté, en fait. Là où, vraiment, avec une voix off ou avec pas de voix du tout, ça aurait pu être très bien, parce que c'est ça qui est bien dans Dune, c'est cet esprit un petit peu bah, de ressentir des choses, et pas forcément de les chercher à les comprendre et à dire à tout prix la phrase, la truc pour te faire comprendre ce qui est en train de se passer, au point que ce soit presque incohérent que le personnage dise ça. Un peu comme ce que je disais avec Benjamin Gates, je vais voler la déclaration d'indépendance. Ça va dans un Benjamin Gates parce que c'est complètement dans l'esprit du film. Dans ce genre de film, c'est de trop. Tu vois, t'as la phrase qui... Tu fais, mais normalement, personne dit ça à ce moment-là. Tu devrais pas le dire. C'est genre... ouais, c'est ça. Et genre, il va vraiment dire à voix basse un truc genre... il va regarder sur le côté en disant... Alors ça veut dire que la prophétie avait raison. Et donc il va reprendre. Tu fais, mais non. Et que David Lynch, lui, il te le fait dire dans la tête du personnage, avec une voix off. C'est plus logique, je trouve. Donc voilà. Et ben, je trouve que La Montagne Sacrée, il y a tout cet esprit-là qui aurait très bien marché sur un Dune, justement. Voilà. Et c'est tout. En gros, le film, je comprends le principe, je comprends Jodorowsky. C'est pas non plus exceptionnel. Peut-être qu'il y a des films mieux. Je verrai El Topo, du coup, je dirai ce que j'en aurais pensé. Et bah du coup, ça va peut-être vous étonner, mais je vais parler de Benjamin Gates 2, du coup, et le livre des secrets, pardon. Lui, bah, il était très bien aussi. J'avais un peu peur de l'effet La Momie, où je passe un bon moment devant le premier, et le deuxième, je me fais vraiment chier. Là, non, j'ai quand même passé un bon moment devant, sachant que exactement le même casting revient. Ça, c'est con, mais c'est le genre de suite où ça me fait trop du bien. Parce qu'au début, moi, j'avais pas regardé le casting. Au début du film, ils sont là, ah ouais, depuis que, je sais plus comment elle s'appelle, Diane Kruger t'a quitté et tout. Et je fais, ah non, putain, ils ont pas eu les droits pour la voir. Voilà, ils ont raté le contrat avec elle. Et du coup, ils vont faire, ouais, je me suis séparé d'elle, mais il y a une autre fille qui va arriver, etc. Et en fait, non, c'est juste, bon, le truc classique de, oui, en fait, on s'est séparés entre deux films, mais on va se remettre ensemble, blablabla. Et donc j'étais content de la voir revenir. Et en plus de ça, maintenant il y a Hélène Mirren qui se ramène aussi. C'est vrai. Et attends, il y a encore un autre. Mais oui, il y a Harvey Keitel dans les deux. Oui, aussi. Qui joue le flic, tu sais, qui est à la poursuite de Nicolas Cage. Putain, oui, j'avais complètement oublié. Donc il y a Harvey Keitel, il y a le président, là, cette espèce le beau gosse, tu sais, qui joue dans iRobot, là. Enfin, qui joue le président là. Et attends, mais il y en a encore un. Attends, je regarde. Benjamin Gates, le casting, il me semble qu'il y a encore une personne. Ah oui, Ed Harris. Bah oui, voilà. Et donc Ed Harris qui joue dans le film, du coup, qui joue le méchant du film. Et Bruce Greenwood, le gars le président, qui joue dans iRobot. Et voilà, donc c'est quand même un sacré casting. Et le film est encore très bien. Il reste totalement dans l'esprit Benjamin Gates. Il est peut-être un chouïa en dessous du premier. Oui. Donc c'est pour ça, le premier je lui ai mis 8, là le deuxième je lui mets 7. Mais en tout cas ça reste un très bon film avec, pareil, je vais kidnapper le président, oui, voilà. Et puis la scène où il va s'introduire à Buckingham Palace et puis faire le puzzle sur le bureau, ensuite le puzzle dans le bureau ovale. Tous ces trucs là, et puis en fait ce qui est juste dommage, c'est qu'ils cherchent sitôt là où je sais pas trop quoi, donc là un peu la cité d'Eldorado, la cité d'or perdue et tout. Et donc je me disais, ah bon bah trop bien, ils vont partir genre au Brésil, un truc comme ça, dans un temple maya, ou au Mexique, un truc comme ça. Ils vont au Mont Rushmore, et c'est dans le Mont Rushmore qu'il y a la cité d'or perdue. Je dis, attends, mais quoi, mais c'est parce que c'est dans le Dakota, je crois, en plus, un truc, donc c'est complètement au nord des États-Unis, tu vois, un peu au nord-ouest, donc près du Canada, et t'es là genre, mais quoi? Et enfin d'accord, donc la cité d'or perdue est en dessous de... super. Très bien, donc c'est un peu nul, tu vois. Donc enfin, je sais pas, c'est un peu comme si tu disais, ah oui, la cité d'Atlantide est sous le Panthéon à Paris. T'es là, bah yes, ok, ça marche. c'est un peu nul, quoi. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais apparemment elle serait dans le Sahara. L'Atlantide serait dans le Sahara, genre au Maroc, un truc comme ça. Ou en Mauritanie, un truc dans le genre. Bon bref. Okay. Et du coup, bah ouais, j'ai pas grand chose à dire sur ce deuxième film. Ça reste exactement dans le même esprit que le premier. Je l'ai trouvé tout à fait correct. C'est une bonne suite. Et oui. Après, c'est le genre de film aussi, tu voyages pas mal et ça c'est bien. Ouais. C'est un peu comme les Fast and Furious, tu sais.
Tu sais que tu vas passer d'un pays à l'autre pendant tout le les long Fast du and film, Furious, et, Indiana ça, Jones, c'est cool. James Bond, c'est vraiment un peu Voilà, c'est ça. la même chose C'est- et ça contribue grandement. Ouais. Mission Impossible aussi. Tu vois, et par exemple, tu vois, c'est con, mais quand t'es un peu chauvin ou quoi que ce soit, quand il dit il faut aller voir la Statue de la Liberté, il fait mais il n'y en a qu'une qu'il appelait ma Lady, et la Lady, Elle est à il Paris, va en France, quoi, et c'est trop cool, tu vois. Et moi, je savais pas, moi, à l'époque, j'avais jamais été à Paris, je savais pas du tout qu'on avait une Statue de la Liberté à Mais Paris. elle y est toujours, parce que moi je l'ai jamais vue. Hein. Dieu sait que j'ai vécu à Paris et tout. Mais alors, Ah bon, ouais j'étais pas dans ce coin-là, mais attends. Statue de la Liberté, Paris. Elle y est toujours? Ah, ben oui, elle y est toujours. Ah, ouais, donc je suis vraiment juste Ok. aveugle, d'accord, et à côté. Après, moi Non, j'ai bah, jamais peut-être habité j'avais à côté de la passé Tour par Eiffel, mais ouais, ok, d'accord. Oui, mais bah, elle bon, est toujours là. tu peux y passer. Ah, c'est. Oui, c'est qu'elle est au stylé. milieu de la flotte, ils mettent un drone là, Ouais, ouais, ouais. enfin un mini hélicoptère. Et puis j'aime bien vraiment l'ancêtre du drone. la réputation des Français à l'étranger, ça me termine. Les deux flics qui sont là, vous faites quoi là avec votre bourdonnement, je sais pas trop quoi. Oui. Et puis après, il arrive, il fait ah bah oui, comme disait Montesquieu, tu sais, donc il y a Nicolas Cage qui fait semblant de parler français pour que les Américains ils fassent waouh, il parle français, alors que quand t'es français, tu fais ah, ok, oui, bon, moi j'ai compris. Il faut ah, you know Montesquieu, ah, very nice, hein, very nice. Et puis il commence à devenir pote et tout, donc il y a Nicolas Cage qui arrive à bien les tchatch. Et je trouve que c'est bien parce que c'est pas genre le truc, ouais, le français c'est un connard arrogant et tout, agressif. Oui, c'est vrai. Non, bien là, tu sûr. sais, c'est vraiment un peu le gars. Donc, il a l'air d'être un peu un connard. Et dès qu'on lui parle français, en fait, tu te rends compte que le gars, il est adorable et il devient super pote. Oui. Et vraiment, un moment qui m'a tué dans cette scène, c'est que, tu sais, ils viennent tous potes, ils parlent, ils rigolent. Ah, Nicolas Cage, je fais bon, bah, c'est bon, on va y aller. Puis le flic fait waouh. This is your drone, yours? Et t'as l'associé Jason Partra qui fait yes, it's mine indeed. Il fait ok, good, then I will give you the fine to you. Comme ça. Et en gros, donc c'est à toi que je vais mettre l'amende, tu vois. Et puis vraiment avec un grand sourire, et ça m'a tellement fait rire parce que je m'y attendais pas du tout. Et je trouvais que c'était un. Ouais. Parce que ça aussi, je trouve que Et, les petites vannes dans ces deux films fonctionnent très bien. Les petites vannes à la con, genre. Oui, c'est vrai. Genre un moment, tu sais, il y a un garde du corps qui fait avancer Nicolas Cage et Diane Kruger. Allez, avancez, et puis il se retourne et puis il s'embrasse, un truc comme ça devant lui. Et donc, tu sais, c'est un peu la scène émouvante. Hop, ils partent et tu vois le garde du corps qui suit. Il fait, pourquoi ça m'arrive jamais à moi ça? Et je sais pas, c'est con. C'est typiquement le genre de vanne un peu lourde qu'il y a dans les Marvel aujourd'hui, mais là, ça passe crème, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Il y a plein de petites Et blagues je qui voulais marchent très bien. rebondir aussi pour un petit truc que tu as dit tout à l'heure, ça m'a fait penser à autre chose. C'est quand tu as dit à partir du moment où les flics parlent français, bah là du coup ils sont cool, tu vois. Enfin, donc les Américains Ouais. parlent français, là les Américains deviennent cool. Et ben ça me rappelle une interview de Jodie Foster qui disait vous savez que vous êtes adoré en France. Elle fait non mais je crois que les Français m'adorent juste parce que je parle très bien leur langue en fait. Et c'est vrai que quand je parle de Jodie Foster avec quelqu'un en France, ils vont tout le temps te dire en plus elle parle super bien français. Ouais, Tu bah, sais, t'as l'impression que c'est la seule chose que vous aimez chez elle en fait. bah non, mais je pense. Elle a fait des bons thrillers. à Après, côté je de pense ça, que- mais, Il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent être comme nous parce qu'on a vraiment, avec peut-être le chinois, enfin le mandarin, on a peut-être une des pires langues à apprendre tellement c'est difficile. oui, c'est vrai. Donc ça veut vraiment dire que la personne aime le pays si elle apprend cette langue, tu vois. Donc pour moi, Ou alors qu'elle a c'est grandi un peu récompenser avec le l'effort. pays comme Ah bah, Timothée bien Chalamet. sûr, évidemment. Ou, voilà, ce genre de, voilà. Mais oui, c'est toujours assez marrant et surtout, enfin vraiment de voir des gens qui apprennent le français. Moi, j'ai un profond respect pour eux, hein, parce que putain, bonjour la corvée. Et- Enfin voilà, bref, du coup, ouais, je lui ai mis 7 et puis c'est une très bonne suite, je trouve. Bah, tu m'as donné envie de le revoir, je les regarderai avec mes enfants. Ah bah super. Ah, la chance, ils vont adorer, je pense. Ah, je pense, ouais. Donc moi je continue. Alors non, là c'était pas dans ma liste, mais c'est grâce à Benjamin que je l'ai regardé parce que quand on a parlé de Mort de Sam Neill, lui il m'a dit il y a un film avec John Carpenter avec Sam Neill qui s'appelle L'Antre de la Folie, In the Mouth of Madness en version originale, et j'ai fait cool, je regarderai ça. Et donc je l'ai regardé juste en suivant. Et donc voilà, vous avez compris, c'est L'Antre de la Folie de John Carpenter avec qui je suis toujours. Je déteste jamais ses films. Je suis pas un énorme fan non plus. Je suis toujours, c'est sympa, John Carpenter. Et le seul que je mets un petit peu au-dessus de tous les autres, c'était The Thing, que j'avais vraiment adoré, parce que là on est vraiment dans... Il y a beaucoup de gore et de trucs de tout ce que j'aime, et j'aime bien aussi le côté thriller paranoïaque, ça me plaît beaucoup, où tu te demandes pendant tout le long, un peu à la Alien, qui c'est qui va être infecté, quoi. Du coup ça c'est des choses qui marchent totalement sur moi, donc c'est pour ça que j'ai adoré The Thing. Et même Christine... Je trouve le film mieux que le livre, ce qui est rare chez Stephen King, mais je trouve le film mieux que le livre, mais je le trouve pas non plus excellent, donc voilà ce que je pense du livre, hein, faut vous imaginer. Et, mais pour ce qui est de L'Antre de la Folie,
il se tâte avec mon avis sur The Thing, hein, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve là, justement, Sam Neill, je pense que c'est le rôle que j'ai préféré avec Sam Neill. Clairement, j'ai adoré son personnage et cette histoire en fait, c'est un film qui parle de la fiction et de la fiction qui devient réalité. En fait, c'est un mec qui écrit des romans et tout ce qui se passe dans ces romans, et on dirait que c'est en train de se passer dans la vraie vie, sauf qu'il écrit des romans à la Stephen King. Ils font même des vannes en disant qu'il est encore meilleur que Stephen King. Et du coup, le truc, c'est que tu te dis, mais c'est quoi ce truc? Et lui, il fait une enquête sur cet écrivain qui a disparu. Mais en fait, c'est juste qu'il vit reclus parce qu'il est en train de, en gros, comme il a remarqué que tout ce qu'il créait existait, il décide de créer son dernier roman qui est clairement sur l'apocalypse, pour qu'il y ait l'apocalypse, quoi. Donc on voit jamais réellement l'apocalypse, c'est ça qui est bien avec John Carpenter, il reste toujours à hauteur d'homme et il reste toujours dans le non-dit, et il aime bien montrer des choses, un peu voilà, avec un peu de gore, avec un peu de trucs et tout, et c'est son style, avec des monstres, avec beaucoup de prothèses, etc. Donc ça peut paraître très grossier aujourd'hui, mais moi j'aime bien, je trouve que ça donne un charme, c'est bien, les ouais. prothèses un petit peu et tout, ouais. Je trouve que c'est toujours un petit peu rigolo. Et mais au-delà de ça, ben voilà, j'aime bien parce qu'il y a un truc vraiment entre la réalité et la fiction. Tu te demandes pendant tout le long, enfin tu te demandes. Non, tu sais plus ou moins que tout ça est créé par le personnage, donc tu sais que tout est faux entre guillemets, mais le personnage, lui, se pose des questions sur est-ce que je suis une vraie personne du coup, ou est-ce que je suis un personnage de roman? Et du coup, ça c'est intéressant. Il y a vraiment des trucs comme ça qui avancent dans le film, et surtout bah, l'ambiance, parce que John Carpenter, évidemment, c'est l'ambiance. Plus que de te montrer, il veut te faire ressentir des choses, et essayer comme je disais, de s'éloigner du grandiose pour essayer plus de te faire ressentir des choses dans l'attente, etc. Et parfois ça marche pas trop sur moi, comme Fog, qui avait pas trop marché sur moi, alors que j'ai vu au cinéma, il y a vraiment tout pour que je rentre dans l'ambiance. Mais ça a pas trop marché sur moi. Là, ça a totalement marché sur moi. J'ai été vraiment pris dans le truc. Donc on est dans mon deuxième film préféré de John Carpenter. Mais j'ai quand même mis 8. Donc voilà, quand je dis film préféré, c'est pas non plus des chefs-d'œuvre. Tu vois, là où dans les trucs avec beaucoup de prothèses et tout, je suis très fan de Cronenberg. Le gore avec beaucoup de prothèses. De Cronenberg, merci. Et Cronenberg, il a quand même un 10 sur 10 avec La Mouche. Donc voilà, là on est dans le genre de mec que je trouve vraiment géniaux, quoi. C'est vrai que tu m'as un peu donné envie de le voir parce que je vois des images là et ça a l'air pas mal. C'est pas mal. Franchement, ouais. si c'est tiré de Stephen King, ça peut être pas mal, ouais. Non, c'est pas tiré de Stephen King, mais c'est l'ambiance. J'ai l'impression de voir un mélange. Ah d'accord, ok, oui. Pour moi, c'est vraiment un mélange entre du Stephen King et du Cronenberg. Comment ça s'appelle non. Lovecraft. Voilà. Vraiment, okay. je trouve qu'on est un peu à mi-chemin entre les deux. Voilà. Je vois. Mais c'est franchement, voilà, on est dans le genre de film qu'on dit sans prétention, mais je pense que c'est la filmographie de John Carpenter et sans prétention. C'est vraiment un réalisateur que, à part quand t'es un peu cinéphile, tu le cites jamais, quoi. Enfin, mais à part Halloween, tu vois. Mais voilà, sinon c'est pas le genre de éventuellement, mais bon. Mais souvent pour moi c'est juste des séries B avec du budget et un peu plus qualitatif. Et encore du budget. Premier Halloween, il y a 300 000 $, de budget, je crois. Non, mais même tous ces films, hein, pour de vrai, il a jamais vraiment eu de budget. Ça reste de la série B, mais de la bonne série B, je trouve. Voilà, donc voilà. Terminé. Ok, bah écoute, pourquoi pas. C'est vrai que John Carpenter, je crois que j'ai vu que 2 films de lui. Donc Halloween et The Thing. Okay. Et j'ai bien aimé The Thing. J'avais bien aimé Halloween, mais bon, c'est vrai que ça, en fait, je pense que ça a très très mal vieilli. Donc c'est vrai que c'est assez dur à regarder aujourd'hui. Halloween Ouais. Ah, moi je m'étais fait chier, putain, j'avais trouvé ça chiant, mais donc chiant. Bah, ce qui marche, c'est le tueur en fait, puis la musique aussi. Ça marche très bien, mais c'est vrai que tout le reste, c'est très long, et c'est convenu, parce que bah, c'est cliché, mais bon, bah, en 78, c'était pas cliché. Ça fait partie des premiers. Oui, c'est ça. Voilà. Donc voilà, pourquoi pas essayer de regarder d'autres films de John Carpenter. Bon, du coup, est-ce que tu saurais trouver la troisième duologie d'aventure? Vraiment, c'est vraiment aventure, même genre. Année 2000. Année 2000, tous les deux. 2001 et 2003. Vraiment même genre que Benjamin Gates et La Momie. C'est donc pareil, ils vont essayer de trouver des trésors aussi? Oui, en gros, c'est ça, oui. Et c'est avec. Voilà. C'est vrai que si tu me le dis, ça va m'aider mais j'essaie de trouver un moyen de te donner des indices. J'essaie de trouver là comme ça me vient pas à l'esprit.
Et donc le personnage principal est incarné par une personne plutôt connue, on va dire. Voilà, je ne vais pas dire de nom. Mais Tom Cruise? non. Non. Et c'est vraiment un peu l'emblème de cette saga. Et il y a eu un remake, alors pas de la saga, hein, mais un autre film qui a le même nom, qui est sorti en 2018, je crois. Et c'est vraiment le même genre. Avec le même acteur? C'est vraiment... Non, cette fois-ci c'est un autre acteur. Mais il est encore vivant, l'acteur? Et toujours bankable? Ah, c'est trop dur. C'est tiré d'un jeu vidéo. Voilà. Putain, ça devrait être un indice qui aide pas mal. Et voilà, c'est vraiment de l'aventure, exploration et tout. Et ça dans des... Tiré d'un jeu vidéo? Oui. Et il y a eu deux opus. Si je te dis dans des ruines Maya, des trucs comme ça, avec un peu de fantastique. Et pareil, des effets spéciaux de l'époque. Ça me fait chier. En fait, je pense que t'es bloqué sur un aspect, c'est que c'est pas un acteur principal. C'est une actrice principale. D'accord. Ah, Tomb Raider. Et oui, Putain, Tomb Raider. Oui, je suis con. Bien joué. Et donc, j'ai regardé le premier Tomb Raider parce que, voilà, ça m'intriguait. Ça m'intriguait un peu, j'avais envie d'en savoir plus. Tu l'avais jamais vu? Je l'avais vu, je crois, à moitié quand j'étais petit, parce que je me souvenais qu'il y avait Daniel Craig dedans. Je me souvenais de la scène où on voit Daniel Craig quand il monte un escalier et tout. Okay. Et j'avais aucun souvenir du film. Et ça ne m'étonne pas. Hein. Ça ne m'étonne pas parce que j'ai passé un très mauvais moment devant le premier Tomb Raider. C'était vraiment... Est-ce que c'est dans le premier que déjà dès le début elle se bat contre un énorme robot, je sais pas quoi, ouais. Tranquille. Et que au calme. En fait, justement, et j'ai vu ça et j'ai fait oula, c'est pas pour moi, et j'avais arrêté déjà à l'époque. Ouais. Non, je m'étais fait chier, ouais. En fait, c'est surtout qu'ils veulent faire de Tomb Raider, enfin de Lara Croft, un personnage tellement badass, mais ça prend pas en fait. Tu sais, c'est vraiment genre le cliché du personnage. Ah ouais, je suis badass. Et ouais, j'ai toujours un coup d'avance sur tout le monde, quoi que je fasse. Puis les autres autour, oh ouais, elle a raison. Oh voilà, je m'incline, etc. Et si tu veux, j'ai déjà oublié le premier film. En vrai, c'est terrible parce que j'ai regardé les deux du coup, mais j'ai carrément oublié le premier film. Je sais même plus. Enfin, en fait, si tu veux, j'ai très vite décroché parce que déjà la scène d'intro avec le robot, j'étais là. Bon, ok. Après, j'ai jamais joué au jeu. Il y a aussi ce côté robot et tout dans les jeux. Alors moi, j'ai joué au tout premier, mais je l'ai pas fini. Non, je crois pas qu'il y ait de robot. Il y a un dinosaure. Il y a pas de robot, je crois pas. Ok. Après, peut-être que dans les autres, parce qu'il y en a eu tellement des Lara Croft que laisse tomber. Mais du coup, j'ai regardé ça. J'avais un peu du mal déjà avec l'ambiance, surtout que c'est vraiment musique un peu rock. Techno, tu sais, début 2000, genre pendant les gunfights et tout. C'est tellement longtemps, tu m'avais manqué, Guillaume. Et si tu veux, la meuf à un moment, elle est tranquillement chez elle, accrochée à une corde, parce que tu sais, elle est milliardaire, Lara Croft, les Croft sont milliardaires, et puis elle est dans son manoir, et elle est accrochée à une corde, et elle fait des trucs dans son salon gigantesque, tu sais, hein, c'est de 200 mètres carrés là. Elle est pendue au plafond par une corde, et comme par hasard à ce moment-là, elle se fait attaquer par des agents secrets de je sais pas trop quoi, qui eux aussi descendent des cordes du plafond, tu sais, ils sont en mode raid, tu vois. Et puis elle se met à courir sur les murs et elle coupe leurs cordes, et il y a toute une scène de combat avec la musique genre. Et puis les mecs sont qui tombent et qui s'éclatent par terre avec des ralentis. Enfin vraiment c'est. C'était nul, c'était chiant, vraiment, c'était très très dur à regarder. Et oui, il y a très vite fait un côté un peu, enquête, il faut trouver une dalle qu'il faut ensuite lier, enfin former un triangle avec les Illuminati ou je sais pas trop quoi, je crois un truc dans le genre. Et enfin c'est du coup, c'est bien, parfaitement oubliable. Tu peux faire vraiment un comparatif de comment tu fais un bon film et comment tu fais sur à peu près le même genre. Enfin, je veux dire, tu peux vraiment... C'est une école de cinéma, quoi. C'est... clairement, tu mets Benjamin Gates et Tomb Raider, tu compares pourquoi il y en a un qui est bien et l'autre qui est mauvais. Ouais, puis c'est surtout que moi, j'aime bien Angelina Jolie, tu vois, et je me disais, je trouve qu'elle va bien en Tomb Raider. Et en fait, ils essayent tellement de la rendre badass dans le film. Tu sais, elle est toujours genre... tu sais, à plisser les yeux, à se mordre... c'est pas à se mordre la lèvre, tu sais, mais à faire genre... ouais, je ne pense pas, non. Et puis, tu sais... évidemment, tout savoir sur tout, avoir réponse à absolument tout. Enfin, c'est vraiment le cliché de l'héroïne omnipotente, quoi. Donc, enfin, je trouve que c'est un peu nul. Et puis, les méchants sont... Enfin, le méchant est vraiment cousu de fil blanc. C'est tout est vraiment bateau. Et en fait, c'est chiant. Et les effets spéciaux sont super moches aussi. Et en fait, le problème, c'est que j'ai du mal à le différencier du deuxième niveau histoire. Donc...
Voilà, en gros, le premier film, je lui ai mis 4, franchement, et j'ai l'impression d'être gentil avec le 4, parce que c'était vraiment, vraiment pas fou. J'ai quand même été assez déçu. Et c'est juste que j'aime bien Angelina Jolie, je trouve qu'elle va bien dans le rôle de Tomb Raider, mais ce qu'ils en ont fait, en fait, je trouve ça... En fait, elle aurait été un peu plus humble et elle aurait moins cassé des gueules que ça. Parce qu'en plus, je crois même pas que dans le jeu, elle casse tant de gueules que ça, tu vois. Alors peut-être dans les suites, tu sais, parce que ça devient limite des shooters, tu sais. Dans la vie, je crois qu'elle casse des gueules aussi, non? C'est pas une meuf ultra violente ou je sais pas quoi, je crois que j'avais entendu parler de trucs comme Angelina ça. Jolie ou Tomb Raider? Ouais. Angelina Jolie, je crois qu'elle est assez... Elle est assez barrée complètement dans la vie, illuminée, oui. Bon, après, le problème, c'est qu'il y a eu ça. des embrouilles. Moi, j'aimais bien le couple, j'en ai rien à foutre de leur couple, mais j'aime bien Brad Pitt, j'aime bien Angelina Jolie. Et c'est vrai qu'ils se sont séparés peu... Ils sont toujours ensemble? Ah ben non, ils se sont séparés. Et puis là, je crois qu'il y a 5 enfants sur 6 qu'ils ont eu, parce que tu sais, ils ont adopté aux 4 coins du monde des enfants. À 5 enfants sur 6 qui ont retiré Pitt de leur nom de famille. Donc voilà, le problème, c'est que j'ai envie de me fier à mon instinct et de me dire que Brad Pitt a pas l'air d'être un mauvais bougre, contrairement à d'autres personnes. Mais bon, visiblement, il a fait des trucs un peu chelous. Genre, je crois que les deux se sont trompés mutuellement et tout. Et en plus, Angelina Jolie, elle a l'air vraiment illuminée, un peu folle. Donc ça m'étonnerait pas qu'elle matrixe un peu ses enfants. Tu l'avais vu le film Une vie volée? Non. Avec Winona Ryder, et je l'avais vu à l'époque, c'est quand je faisais donc avant le podcast, quand on faisait l'émission 3 films avant le podcast, en gros, avec Benjamin, Jérémy et tout. Donc ce truc où on partait sur un thème et on devait proposer des thèmes, mais voilà, sans s'enregistrer. Et on avait fait 3 films sur les hôpitaux psychiatriques, un truc comme ça, ou alors sur les problèmes psychiatriques, peut-être comme ça. Et on avait eu Une vie volée qui est avec Angelina Jolie. Et elle joue une dingue, quoi. Et ça lui va super bien. Si vous voulez, pour ceux qui ont en tête Angelina Jolie comme la meuf hyper sexualisée, etc., Mr. and Mrs. Smith, un peu badass, regardez ce film-là, elle est beaucoup plus jeune. Mais vraiment, vous allez voir une Angelina Jolie qui va vous surprendre. Et moi, je sais que c'était un personnage que j'avais beaucoup aimé. Elle est un peu insupportable, hein, mais justement, elle le joue super bien, quoi. Bah écoute, j'ai pas vu beaucoup de films avec elle, en vrai. Enfin, j'ai vu Mr. and Mrs. Smith, du coup les 2 Tomb Raider, et j'ai vu l'échange aussi de Clint Eastwood là. Là, elle joue assez bien, mais non, en vrai, je trouve que c'est. Enfin voilà, bref, de toute façon, je me suis pas penché sur le gossip de la vie de Angelina Jolie. Ah ouais, mais en fait, elle a couché, enfin lui, il a couché. sûr, et en plus, je crois qu'il y a des délires, genre il a été violent, Brad Pitt, un truc comme ça avec elle ou avec les enfants, ou je sais pas trop quoi. Bon, après, c'est compliqué, on s'en fout de toute façon. Mais voilà, toujours est-il que j'aime bien Angelina Jolie, moi. Et j'ai été déçu par ce film, donc je lui ai mis un petit 4, voilà. Alors, je vais d'abord commencer, comme ça je finis par le plus récent, mais je vais d'abord commencer par le film que j'ai vu juste tout à l'heure, avant l'enregistrement du podcast. J'ai regardé Persona de Ingmar Bergman, film suédois de 1966. Ouais, ça date. Donc, assez culte comme film, parce que c'est un peu un des précurseurs des films très étranges, un peu à la Lynch, etc. Et je voulais le voir pour ça. Et j'avais déjà essayé de le regarder il y a 4 ans, comme ça. Parce que j'étais encore avec mon ex-femme, donc c'était ça. Et j'avais pas réussi. Parce que j'étais pas dans le mood de regarder. Je voyais que j'allais regarder une curiosité pas possible. Et il me fatiguait le film. Et je disais, oh là là, faut que j'arrête, faut que je le reprenne. À tête reposée, le jour où je voudrais le voir, quoi. Vraiment. Et que je serais dans le mood de voir ce genre de film. Et en ce moment, je suis totalement dans le mood de regarder ce genre de film. Donc je me suis dit, parfait, c'est le film que je vais me regarder là. Il est pas long en plus, donc c'est nickel. Donc je me le suis regardé. En effet, je l'ai regardé d'un coup. Encore un film où j'ai rien compris à ce qui se passait. Mais comment? Encore une fois, la mise en scène. Et il y a beaucoup de la photographie du film, voilà, est magnifique. C'est un peu comme dans le film The Lighthouse là, de Robert Eggers. Oula. J'adore la photo de ce film en fait. Je n'aime pas des masses le film, mais la photo du film, je la trouve magnifique. Et à chaque plan, quand je m'épose, je me dis mais que c'est beau. Et ben personnage, je me suis dit ça pendant tout le long. C'est vraiment, tu sais, des clichés de films où tu vois un personnage de profil, tu sais, un peu comme les demi-bonnettes, un personnage de profil et l'autre derrière de face, tu vois, ce genre de choses. Et c'est ça tout le long, ce film-là, mais c'est pour un peu confondre les deux personnages, parce qu'il y a une histoire où tu as l'imprestion qu'en fait elle a un dédoublement de personnalité, tu te demandes s'il y en a une des deux qui existe vraiment à la fin. Il n'y a pas une vibe un peu genre cul-de-sac? Je sais pas si tu l'as vu, de Polanski avec Brigitte Bardot et tout. Non. Mais attends. Peut-être. Non, c'est pas Brigitte Bardot, c'est. Comment elle s'appelle C'était la sœur qui est morte là, de Catherine Deneuve, les sœurs jumelles. Nous sommes deux sœurs jumelles. Françoise d'Orléac.
Ok. je crois. Et c'est un film un peu comme ça. Je crois, et parce que c'est avec une plage, non, Persona, et elles sont assises sur la plage, et puis c'est assez lent et tout. Ouais. Exactement, ouais. Je crois que j'ai Ouais, pas c'est vu ça. Persona, On est- mais j'ai vu des extraits, et bah, ça me faisait un peu penser à Cul-de-sac, que lui j'ai vu pour le coup, et qui était assez chiant d'ailleurs, mais il était bien, mais un peu chiant. Mais en fait, c'est le problème de Persona. Tu as un peu dit le truc, c'est que quand vous dites, oui, vous les cinéphiles, avec vos films suédois, noir et blanc, ben, c'est exactement à ça que vous pensez. Et je comprends. Parce que c'est un peu le problème du film. Parce que, alors, comme j'ai dit, j'aime beaucoup la photographie, j'aime bien l'ambiance, parce qu'il y a des moments, il y a un moment, pour moi, j'ai eu un sursaut. Comme s'il y avait un jumpscare. C'est pas vraiment un jumpscare, genre il y a un truc qui te saute dessus. C'est un jumpscare parce que ça coupe la narration en plein milieu, tu t'y attends pas du tout, avec un truc un peu strident. Et du coup, c'est vraiment un jumpscare, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, t'as un personnage qui regarde un autre à travers la fenêtre. Ça fait 1 heure que le film a commencé. Il est très lent, voilà, on est deux femmes sur la plage qui parlent beaucoup. En fait, il y en a une qui fait que parler et l'autre qui est complètement mutique. Et donc, c'est ça qui est assez particulier avec le film, c'est que t'as quelqu'un qui parle tout le temps à côté de quelqu'un qui parle jamais. C'est assez fatigant. Et ça peut marcher sur moi, ce côté je te fatigue mentalement. Et le truc, c'est que là, du coup, je t'ai pris dans le film, tu la vois regarder l'autre, parce qu'en plus, il vient de se passer un truc, elle vient d'apprendre quelque chose, un peu d'une sorte de trahison de la part de l'autre personnage. Donc, du coup, elle la regarde à travers elle regarde l'une sur la plage et l'autre, elle la regarde à travers la fenêtre. Et là, l'écran se coupe en deux. Il y a la bobine, entre guillemets, du film qui brûle. Et là, tu as des images subliminales qui arrivent, tu comprends rien, tu fais wow, 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 mais qu'est-ce qui se passe? Et des images subliminales très étranges, hein. Et puis ça repart sur le film, et là tu fais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as fait ça? J'ai toujours pas compris. Mais de toute façon, le film commence sur ça. Le film commence sur des images subliminales, dont une bite, hein. Donc vraiment, Bah, ils let's se go. sont pris pour Tyler Durden là. Mais non, j'ai pas compris pourquoi. Et il y a des trucs que j'ai compris pourquoi, parce que comme j'ai dit, tu comprends plus ou moins qu'il y a une seule et même personne. J'ai cherché un peu les critiques sur Sens Critique et en fait, j'ai fait, mais il y en a un qui dit, le problème c'est qu'il faut connaître un peu la psychanalyse et en fait on part sur la psychanalyse de Jung où tu as le persona et l'alma, persona étant le subconscient et l'autre l'inconscient. En gros, tu vois, Oui, tu fais, oh là 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 là, mais en fait, et le film est un peu une représentation de ça. Je fais, bah d'accord, enfin oui, comme il dit, si tu le sais pas, si tu connais rien en psychanalyse, bah tu vas pas voir ces trucs-là. C'est vrai que quand on te le dit, ça paraît plus clair. Mais bon, même sans ça, tu comprends hein, qu'il y a un truc de dédoublement de personnalité, que les deux personnages ne font qu'un et tout. Il y a quand même quelques indices dans le film, et puis voilà. Mais le film va pas vraiment y répondre. Il va pas, c'est pas le but en fait. C'est un film, encore une fois, où le but c'est l'ambiance. Voilà, avec tout ce que j'ai dit, vous comprenez que le film, je l'ai pas trouvé mauvais. Mais je me suis quand même pas fait chier, mais je l'ai trouvé. Bah, vraiment, on est dans le cliché du film d'auteur où il se passe pas grand chose, quoi. Hein. Donc. Bah ouais, j'ai mis 6 parce que je me suis quand même plus. Comme je disais, pas assez fait chier devant le film, il est assez court. Il y a quand même pas mal de trucs esthétiquement qui me happent dans le film, l'ambiance et tout. Mais il y a quand même plein de moments où ça parle au bord de la plage. Et t'as rien à dire en fait. Hein, donc bah c'est. Donc voilà, je suis pas non plus à fond dedans. Et là, on est encore sur une moyenne de 8 parce qu'il y a tous les cinéphiles qui se pignolent en disant que c'est le meilleur film de tous les temps. Je dis ça. Dans ma prochaine carte blanche là d'ici elle va sortir peut-être en début d'année prochaine début 2027, mais la prochaine carte blanche qu'on enregistrera, je vais vous placer un film dans ce genre là et que j'ai trouvé sublime et incroyable, et je vais pas vous expliquer, je vais pas pouvoir vous expliquer pourquoi l'autre film a marché sur moi, donc l'année dernière à Marianne Bad, pourquoi ce film a marché sur c'est ce moi que j'allais et pas dire, Persona. ouais. C'est Alors qu'on film est italien ou je sais dans la pas même quoi, vibe. où il y a la Ouais, mort ou je sais pas pourquoi. c'est français. C'est français, mais le gars, ouais, il a un accent italien, c'est tout ce que t'adores. Hein. Le mec qui parle comme ça pendant tout le long. C'est vraiment tout ce que tu aimes. Et donc, vous n'êtes pas obligé de participer à ma carte blanche, vous le savez. Mais bon, là, c'est un film. Je pourrais pas expliquer pourquoi ce film marche, alors que celui-là, non. Alors que c'est clairement la même vibe. Voilà pour Persona d'Ingmar Bergman. Très bien. Et du coup, Écoute, ça donne envie. Tomb Raider 2. Ah bah oui, c'est étonnant, hein, mais Tomb On est à peu Raider. près dans le même genre. Hein. Donc là, On a vraiment l'impression des deux cinéphiles complètement opposés. ouais, c'est un truc de fou, hein. T'as l'autre demeuré là qui fait que regarder des. Ah bah oui, hein, il a les pistolets, il tire sur les robots. Et puis l'autre, oui, alors la persona en fait, l'écran se coupe en deux. Bon, bref.
Du coup, Le berceau de la vie, donc film de 2003, Lara Croft 2, bon je vais pas en parler longtemps, c'est une merde, c'est encore pire que le premier. Ah ouais. Ah oui, merde. c'est vraiment, les effets spéciaux Je sont savais pas, dégueulasses. comme tu disais le premier, je l'ai oublié, je me suis dit peut-être que le 2 était un petit peu mieux. Bah, tu je vois, fais mais- exprès de garder un peu le suspense, mais non, Ouais. non, en vrai là je voulais essayer de le garder, mais j'ai la flemme, il mérite même pas que je garde le suspense. Non, franchement, c'était très très mauvais. À noter qu'il y a un Gérard Butler très jeune dans le film, avec un accent, je pense que c'est australien, à couper au couteau, vraiment. Enfin, je pense que je suis un peu habitué à l'accent, l'accent bien quinri, ou peut-être même anglais parfois, parce que voilà, ça me dérange pas. Mais l'accent australien ou écossais, je sais pas si c'est écossais, australien, j'en sais rien, mais vraiment un accent vraiment qui a coupé au couteau, quoi. Et le film est très très lent, très chiant, les effets spéciaux sont vraiment dégueulasses. Oui, à noter que dans le premier, il y a John Voight qui joue le papa de Lara Croft, donc j'ai trouvé ça marrant, parce que John Voight est Encore John et Voight. le père d'Angelina Jolie. Donc là, je trouvais que c'était légitime. Parce que t'as bien dit que c'est lui aussi qui jouait Oui. le père de Benjamin Gates. Oui, oui, oui. D'accord, ok. C'est fou. Et du coup, c'est marrant, hein, pas mal de John Voight. Malheureusement, il ne joue pas dans La Momie. Il aurait fait vraiment le tiercé gagnant. Mais d'ailleurs, je trouve qu'il ne se ressemble absolument pas à John Voight et Angelina Jolie. Pourtant, c'est son père, hein, son vrai père. Mais enfin, je sais pas. C'est vrai. Ah bah- Ah, mais j'avais pas compris ça, c'est son vrai père, d'accord. Mais John Voight, c'est le père biologique d'Angelina Jolie. Et il joue D'accord, son je ne père savais dans le pas. film Ok. parce que, clin d'œil. Mais je crois qu'il joue pas dans le deuxième film. Et du coup, bah voilà, le deuxième film, je sais même plus. Alors, il parle du berceau de la vie, je sais même plus où ils vont. Ils doivent aller en Afrique un moment. Et en fait, c'est exactement. En fait, c'est un anti-Benjamin Gates. C'est-à-dire que toutes les vannes, elles tombent à l'eau. C'est terrible, ça marche pas du tout. Enfin, vraiment, c'est lourd. Il y a pendant tout le film une espèce de tension un peu romantique entre Lara Croft et Gérard Butler, mais qui ne marche pas du tout. Le mec, il est très sympa pendant tout le film. Il est là, ouais Lara, moi je t'aime bien, tu sais, et tout. Et puis des fois, il s'embrasse. Elle fait non, je te fais pas confiance. Elle lui attache la main avec une menotte au pied du lit, tu sais, enfin tous ces trucs là. Et puis t'es là, genre, mais qu'est-ce qu'il doit faire pour gagner ta confiance, ce gars, tu sais, elle arrête pas de se méfier de lui. Jusqu'à la fin où ils arrivent à battre le méchant et lui il fait ah bah c'est bon, c'est nous qui allons prendre le trésor. Elle fait mais non, faut le laisser le trésor, je ne peux pas te laisser, parce que oui, c'est la boîte de Pandore, je crois, le trésor, un truc comme ça. Et il fait quoi, mais non, je le veux ce trésor, comme ça nous on est riches, et blablabla. Elle fait non, je peux pas te laisser partir. Il fait ah ouais, puis il la tape et tu sais, d'un coup il devient complètement fou et puis elle finit par le buter. T'es là, bah yes, ok, ça marche, bah trop bien. Désolé du spoil, hein, mais bon, je vous épargne Tu peux. une purge, hein, je vais pas vous mentir. Les effets spéciaux sont dégueulasses. Encore une fois, ils veulent trop rendre emblématique le personnage de Tomb Raider et c'est super chiant, c'est relou. De Tomb Raider, de Lara Croft. Enfin, Non, Lara c'est pas le Croft. Tomb Raider maintenant. Enfin, oui, bon bref, le personnage de Lara Croft, c'est juste ça prend pas. Pourtant, elle a le charisme et tout, mais si tu veux, je sais pas. En fait, c'est chiant les héros qui sont omnipotents comme ça. Et la meuf, elle est trop stylée, elle est trop dark. C'est vraiment l'héroïne, mais cliché, tu sais. Enfin, bon, bref. Du coup, c'est vraiment chiant. Je comptais les minutes à la fin pour que ça se termine. Je lui ai mis 3. Et puis, vraiment, ouais, ça a très mal vieilli en plus. Déjà qu'à l'époque, ça devait pas être fou, mais là, je trouve ça a en plus très mal vieilli. Et puis. Et puis voilà, c'était. J'aurais préféré terminer par Benjamin Gates, mais bon, j'ai regardé les 2 Tomb Raider. De toute façon, j'ai regardé Benjamin Gates avant que la France joue sa demi-finale. C'était le bonheur, le monde il est beau, et puis depuis là, j'enchaîne des films. Tu sais quoi, Peut-être que t'aurais trouvé. Je vais aller regarder Peut-être que t'aurais Persona, trouvé le film trop nul. Non, franchement, non, je pense pas. Non, t'as qu'à regarder l'antre de la folie, du coup, ça correspond. Voilà, exactement. à l'esprit. Puis je vais regarder, je sais pas, la chute aussi. Je vais regarder des trucs qui me gardent un peu le moral bas, tu vois. Mais voilà, donc dans l'ordre, ce que je vous conseille, c'est de commencer, si vous voulez regarder ces 3 duologies, vous commencez par Lara Croft, histoire d'un peu lubrifier tout le truc, quoi. Ensuite, vous regardez La Momie, donc le premier, vous dites « Ah putain, c'est pas mal », et puis le deuxième, vous faites « Ah bon, un peu dur ». Et ensuite, vous finissez par Benjamin Gates pour un bel orgasme final, voilà, c'est sympa, et surtout ça vaut le coup. Et puis, bien évidemment, les Indiana Jones, mais bon, je ne vais pas vous faire l'insulte de dire il faudrait regarder les Indiana Jones, je sais pas si vous connaissez, hein, parce que je pense que tout le monde connaît, et à regarder, surtout que ce sont des films qui encore aujourd'hui vont assez font le taf, quoi. Ils ont pas, peut-être le premier il a un peu mal vieilli, mais les 2 autres je les trouve très réussis.
Et même le 4, de toute façon, je maintiens que j'aime beaucoup le 4. Hein. Le 5, non. Je l'avais bien aimé. Je l'ai vu au cinéma à l'époque et je l'avais bien aimé. Et je comprenais pas pourquoi tout le monde chiait dessus. Bah parce que c'était une suite et ils sont là. Non mais comment vous osez je Ouais, sais même trop pas, longtemps après, ouais. mais, bref, était là genre non mais arrêtez de rager. Oui, c'est sûr, il y a la scène du frigo pendant la bombe nucléaire. Bon, c'est pas crédible, mais bon bah. Elle était marrante. Mais oui, j'ai c'est souri, marrant. moi. C'est Je trouve ça marrant. rigolo, tu vois, c'est ce qu'on enfin, veut, c'est ce qu'on attend un petit peu Mais justement voilà, dans Indiana exactement. Jones. C'est ce côté un petit peu à la con que évidemment dans la vraie vie ça n'existerait pas, mais est-ce que tu cherches vraiment le réalisme dans Indiana Jones? Exactement. Moi, le Arrêtez, seul les gars. truc qui m'a un peu dérouté, c'est la fin du film où t'apprends que c'est les extraterrestres. Oui. T'as une soucoupe volante qui quitte un truc Maya. T'es là. Attends, quoi? Ça m'a pas paru plus étonnant que tous les autres trucs fantastiques des autres Indiana Moi, ça Jones. m'a un peu perturbé. Je vais pas te mentir. Surtout que Mais c'est des trucs ça a qui, pas gâché le c'est film. un peu comme pour moi c'est un peu comme Benjamin Gates, c'est des trucs c'est un peu des théories du complot. Comme quoi il y a vraiment les Ouais. extraterrestres qui étaient derrière tout ça. Genre Moonfall. Donc, en plus, ça, ouais, c'est ça. Mais pour de vrai, pour moi, ça répondait à un truc, à un peu un fantasme de plein de gens, en fait. Donc, franchement, encore même ça, j'ai pas trouvé ça si déconnant, en vrai. Mhm. Peut-être plus de le montrer, Ouais, c'est je sais ça. Fallait peut-être plus le sous-entendre que le montrer, j'en sais rien. Ben moi, pour mon dernier film, on va vraiment... Mais ce film, c'est le film qui va suivre le plus d'épisodes de podcast, parce qu'à chaque fois qu'on fait un nouveau podcast, il y a une nouvelle personne qui l'a vu et qui va en parler. On en a jamais parlé tous ensemble en même temps. Obsession. Et Tu as vu encore, Obsession. dans le premier, j'ai vu Obsession. Et dans le prochain, t'as vu quoi? Ce sera Cassandre qui l'aura vu, parce qu'à la base, elle voulait attendre d'en parler avec Jérémy. Ils se sont pas croisés dans les podcasts, donc ils ont pas pu. Donc du coup, là où elle aurait dû en parler dans le dernier T'as vu quoi? Elle en parlera dans le prochain T'as vu quoi? C'est interminable à quel point il va nous suivre, ce film. C'est une ce obsession film- ou quoi? Hop là. Pour ce qui est du film, alors faut savoir que Obsession, moi, j'en ai entendu parler par tous les autres autour de moi avant de le voir. Moi, je m'en fous un peu du spoil, vous le savez. J'en ai entendu parler en long, en large, en travers, sur ce qu'on en a pensé. Je sais qu'il y avait la scène de la voiture. Voilà, il y avait plein de scènes où je savais ce qui allait se passer, plus ou moins. Je savais les ressentis des gens, que Jérémy avait vraiment flippé, en tout cas énormément stressé devant ce film. Et que Benjamin et Guillaume, vous étiez restés plutôt circonspects. Genre, c'est pas un mauvais film, mais vraiment, je vois pas ce que vous lui trouvez, quoi. Et du coup, moi, j'avais tout ça comme bagage en me disant, on verra. On verra dans quel team je suis. Je préchote J'y vais un peu. comme je regarderai. Je pense savoir. vas-y. Non, j'attends que tu dises. Et Vas-y, je préchote. serai honnête, je serai honnête. Je te dirai si c'est ça ou pas. Non, mais ok. Mais je- Et bien, moi, je suis plus team Jérémy. Alors que. Ah bah, je me suis alors trompé. que Voilà, je pensais que tu l'avais Ah ouais encore moins aimé que Benjamin et moi. Mais ok, bon, non, bah, je... j'ai raté. c'est-à-dire qu'en sachant tout, en sachant que c'était du vu et revu pour vous, que finalement c'est pas un film si original que ça, à part vite fait limite le concept, mais voilà, en général c'est pas si original que machin, et que le côté horrifique en tout cas n'était pas original, et ben en sachant tout ça, eh ben, ça a quand même marché sur moi. Donc c'est quand même pour moi le gage de qualité, que en sachant tout, faut savoir aussi, alors là vous allez dire que je suis une énorme merde, parce que déjà de un je l'ai pas vu au cinéma. Oh, t'es une mais non, énorme c'est- merde. non, non, pire que ça, non. Ça c'est autre chose. Tu as regardé sur ton portable C'est que- aux toilettes. Non, je l'ai regardé sur mon PC. Mais moi, je n'aime pas les films d'horreur, vous le savez, où ça fait peur. Je n'aime pas les films d'épouvante, je n'aime pas avoir peur. C'est une sensation que je déteste. J'adore être mal à l'aise, ce qui a beaucoup marché dans ce film. Mais j'adore être mal à l'aise, j'adore le gore, j'adore plein de choses dans le cinéma d'horreur. Pas l'épouvante. C'est ce qui Je déteste cette sensation, je déteste aller voir des films d'épouvante au cinéma. Jamais vous me verrez aller voir un cinéma. Et parfois même, ça m'arrive de l'écouter juste sur le PC sans mettre mon casque. Ou alors je mets mon casque très très bas. Avec peut-être même parfois le casque un peu décollé pour en faire oui, encore moins. Je déteste avoir peur. Donc ce que je fais quand je regarde sur mon PC et tout seul, je le ferais pas si j'avais du Tu monde, le fais en plein jour. c'est que je zappe un peu sur le film. Pour un peu me faire spoiler les moments où je peux avoir peur avant de regarder le film. Voilà. Comme ça, je sais à quoi m'attendre, à quel moment. Je ne regarde pas la scène complète. Je vois vaguement, je fais ok, ce moment ça va faire peur, ce moment ça va faire peur. Et après, je regarde le film. Comme ça, je sais comment m'attendre et appréhender le film. Donc, imaginez les conditions du film. Il y avait tout pour que je trouve le film moyen. Et je l'ai quand même bien aimé. Et j'ai quand même stressé tout le long, quoi. Donc, voilà, j'ai trouvé que c'était un très bon film, en fait. J'avoue que la hype est peut-être un peu trop folle, mais je pense que c'est parce que la hype, faut l'imaginer que c'est la hype des jeunes en fait, des jeunes qui découvrent
un film, déjà sur un incel, clairement, hein, d'un mec qui qui dit en gros ah, personne ne veut de moi, et en plus la fille que j'aime, elle veut pas de moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui jeter un sort. Va te faire foutre déjà, parce que t'es une grosse merde, hein, c'est une grosse victime, et clairement il mérite tout ce qui lui arrive. Je suis désolé, Jeter un c'est une sort, mauvaise personne. il y croit pas vraiment. Tu sais, c'est un Oui. peu l'acte de Oui, désespoir. c'est quoi. vrai qu'il y croit pas vraiment, ouais. Ouais, mais bon, c'est quand même, c'est pas Mais une oui, bonne personne, tu vois. c'est un peu une Il y a un victime, peu ouais. ce côté, je mérite d'être aimé parce que je l'aime, quoi. Il y a un côté un peu Quasimodo. Je t'aime, tu devrais m'aimer. Non, arrête en fait. Ça marche pas comme Surtout ça. quand t'apprends Et c'est qui vrai est que- vraiment cette fille-là au fur et à mesure du film, quoi. Oui, c'est ça. Et encore, c'est juste qu'elle est je m'en foutiste, quoi. Et qu'elle voilà, elle couche avec son pote et tout. Voilà, elle est plus. Voilà. Mais en fait, moi, le seul truc. En fait, j'ai mis 7 au film. J'ai mis 7 au film parce que je trouve que le gros défaut du film, c'est le côté possession et le côté un peu démoniaque qu'il peut Oui, y avoir je suis dans d'accord. le personnage. Ouais, je me dis, mais à quoi ça sert? Parce que franchement, le film, il marche très bien sans ça, en fait. Et le côté de je te fais manger ton chat, et puis machin, tu fais, mais à quoi ça sert? C'est le côté qui fait peur du film, c'est le côté obsessif. Et le côté où elle pète des câbles et tout. Ça suffisait amplement dans le film. Du coup, tu aurais enlevé 20 minutes, tu aurais duré qu'une heure et demie, ça aurait été très bien. Et du coup, le fait qu'il dure 1h50 parce qu'on te rajoute un côté un petit peu horrifique avec un côté un peu possession démoniaque, je trouve que c'est un peu nul. C'est ce que j'ai pas aimé dans Substance aussi. C'est ce côté que c'est pas le personnage se rajeunit, c'est le personnage sort et se dédouble en gros, et en gros mais partage un peu le même mental, mais en étant un autre personnage. Je fais, mais qu'est-ce que c'est ce truc compliqué? Mais c'est compliqué ce que vous avez fait, putain. Si vous vouliez faire un dédoublement parce que vous vouliez à tout prix la scène de quand elle sort du dos de l'autre personne parce qu'elle est gore, ben tu fais juste que c'est elle-même rajeunie qui sort, et après elle est dans son corps rajeuni, et après tu trouves des trucs pour qu'il y ait d'autres effets gore, j'en sais rien. Mais voilà, j'avais pas aimé cette histoire mais là c'est un peu pareil. Je trouve qu'il y a une histoire dans l'histoire qui est un peu anecdotique et qui sert à rien et qui dessert le film. À côté de ça, je trouve que le côté stressant marche super bien. Le côté, je comprends le message qui puisse marcher sur les relations, et surtout j'avais entendu dire comme quoi les jeunes sont totalement paumés dans leurs relations aujourd'hui. On n'a plus de repères en fait. À l'époque c'était trop dans l'excès inverse, c'est-à-dire que tu te mettais ensemble et puis tu te quittais plus parce que c'est comme ça et c'est tout, et tu fermes ta gueule parce que c'est comme ça. On est comme ça en fait. C'est les valeurs. Il faut rester comme ça. Il y a un juste milieu entre les deux. Aujourd'hui, on est tellement paumé qu'on fait n'importe quoi. Et puis ce c'est film-là, au moindre ça parle un peu de inconvénient, ça. c'est j'abandonne, oh c'est un red flag, c'est un Ouais, hic c'est ou je sais ça. pas trop quoi, et puis c'est... Et ce film-là, Ouais. voilà, on est en plein milieu de ce truc où on sait plus si on peut plaire, on sait plus si on peut dire les choses, parce que lui, pendant tout le long, il croit qu'il n'a pas le droit de faire des trucs. Elle vient vers lui, et après elle le repousse parce que elle a des moments de conscience, et lui dit quoi, non, tu voulais pas m'embrasser, j'en sais rien et tout. Et en fait, c'est vrai que ce côté un peu paumé, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, surtout les mecs envers les femmes, bien sûr, on se pose beaucoup ce genre de questions. À quel moment je suis en train d'être irrespectueux envers quelqu'un? Parce qu'on est perdu, on n'a pas encore le bon. La société n'a pas encore assez évolué, je pense, pour qu'on soit pas paumé à savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est dans une période de parano où on se dit toutes les femmes veulent qu'on les laisse tranquilles, en fait. C'est pas vrai, c'est juste qu'on est perdu, en fait. Et ce film parle de ça, un petit peu. Et en tout cas, les personnages, même s'ils parlent pas vraiment de ça, les personnages sont dans cette optique-là, où les relations, on sait pas quoi en faire trop au milieu de tout ça, et je trouve que c'est super intéressant. Oui, les acteurs sont très bien, l'actrice elle est cool, et l'acteur lui aussi principal est très très bien, ils sont totalement convaincants. J'ai été stressé vraiment tout le long. Jérémy disait comme quoi, quand les gens disent je comprends pas pourquoi, enfin vous avez dit je comprends pas pourquoi tu dis que c'est un film qui t'a fait peur à ce point-là alors qu'il fait pas si peur que ça, mais je comprends ce qu'il veut dire en fait, c'est qu'il était tellement stressé et investi que le moindre truc lui faisait peur, et il disait j'avais presque plus peur les moments où elle était pas là que quand elle était là, parce que je savais qu'elle pouvait arriver et péter un câble à tous les moments. Je comprends totalement ce truc là parce que ça m'a fait la même chose. Moi il y a un trope, par exemple le trope très connu des films d'horreur avec le miroir de la salle de bain qui ferme mal, et lui il le ferme pendant tout le long, il le ferme dès le début du film, et du coup à la fin du film il s'enferme dans la salle de bain, elle gueule, il y a un moment de calme, et il va pour fermer la porte du miroir de la salle, enfin la porte c'est une porte miroir. Et le cliché de tous les films d'horreur, c'est que quand tu fermes cette porte, tu vois dans le reflet la personne derrière en fait. Et il ne le fait jamais.
Alors qu'à 3 reprises, il ferme cette fenêtre, enfin ce miroir. Tu te dis, c'est un putain de fusil de Tchekhov, d'un trope qu'on a vu des milliards de fois, et il joue avec pour que tu crois que ça va arriver, et ça n'arrive pas. Ça, j'ai bien aimé. Le coup de la voiture, toi, t'avais dit que tu t'y attendais. Je peux comprendre qu'on s'y attende, mais pour de vrai, il y a 2 ou 3 moments où il est dans la bagnole. Il est quand même assez souvent dans la bagnole. Donc déjà, moi, du coup, en sachant qu'il allait se passer, que je savais qu'il allait se passer une scène dans une voiture, tu te demandes à quel moment ça va arriver. Et puis, un moment, je peux comprendre aussi qu'on se dise, bah, ça fait 3 fois qu'on le voit dans une voiture. Dans la voiture, il a l'air safe. Je peux comprendre qu'on puisse considérer que c'est un environnement safe pour lui. Et donc, du coup, qu'il va rien se passer la 3e fois, il est dans la voiture, quoi. Et donc, non, franchement, moi, il y a plein de moments où je me dis, c'est dommage que ça n'ait pas marché sur vous, en fait. Parce que je trouve qu'il y avait tous les bons ingrédients pour que ça soit un film vraiment efficace, quoi. Non, mais le truc, je pense, c'est que déjà, moi, je l'ai ressenti, ce côté-là, un peu, les relations aujourd'hui, ouais, je fais ce que je veux, je suis libre, blabla, et puis ce côté un peu où tout le monde est perdu, un peu un mélange entre la décadence, le fait d'être un peu incel, tu vois, que ce soit pour les hommes ou les femmes, tu sais, involontaire célibat, voilà. Mais tu vois, parce que pareil, je ressens que sa collègue, tu sais, qui est amoureuse de lui, bah, c'est un peu la même chose, tu sais. Puis elle est là, genre, putain, enfin, en fait, c'est un peu une image de lui, c'est-à-dire que lui, il est en mode, oh, mais pourquoi elle m'aime pas, je comprends pas, alors qu'elle en a rien à foutre, et puis elle se tape tout ce qui passe, tu vois. Et elle, la fille, sa collègue, elle est là, bah, pourquoi il aime cette connasse alors que moi je suis une fille bien, etc. Tu sais, elle est un peu comme ça, elle, tu vois. Et donc, oui, en fait, tous ces rapports-là, je sais pas, je trouve que ça me saoule un peu, et puis. Je crois que c'est tout l'aspect un peu horreur psychologique, mais tu sais, c'est la psychologie d'aujourd'hui, tu sais, avec ce. Je sais pas comment dire, c'est un peu comme dans Backroom, c'est le truc que j'ai reproché, c'est le côté trop horreur psychologique, c'est de trop se concentrer là-dessus, tu vois, et de trop vouloir te mettre mal à l'aise par le psychologique parce que c'est ce qui marche aujourd'hui. C'est le nouveau truc, ouais, c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'elevated horror là. Voilà, et puis parce que tous les jeunes ils sont là, genre ah oui, mais moi je suis, moi j'ai un TDAH, j'ai de l'ADHD, ah oui, parce que moi je suis comme ça, tu sais, ils adorent essayer de s'auto-diagnostiquer des trucs comme ça, et en fait c'est tout cet aspect-là un peu mélangé aujourd'hui qui est relou, et moi ce que j'ai pas compris surtout dans Obsession, c'est que qu'elle soit obsédée par lui, d'accord. Mais pourquoi on dirait qu'elle est possédée par le diable? C'est exactement ce que tu dis. Oui. T'es obsédé par quelqu'un, alors autant que tu tapes une crise de jalousie en soirée. Pas on dirait. Ok. T'as dit on dirait, mais c'est pas on dirait. Le moment où il appelle le service après-vente, c'est en gros, il dit tu veux lui parler, et en fait tu entends des hurlements, et en fait tu comprends qu'en gros, entre guillemets, l'âme de la vraie est là, quoi. Et tu fais ok, donc c'est quoi? C'est le diable? C'est bizarre. C'est pourquoi? Ouais, mais c'est ça qui est chelou, c'est que. Enfin, tu vois, je comprends pas pourquoi elle s'arrête devant la porte et puis elle bouge plus de la journée, puis elle se pisse dessus, etc., jusqu'à ce qu'il revienne, tu vois. Pourquoi, exactement ce que tu dis, pourquoi elle lui fait bouffer son chat? T'es là, genre, ok, donc en fait, oui, à ce compte-là, c'est pas obsession, c'est possession, tu vois. Enfin, c'est pas qu'elle est obsédée par toi, c'est juste que bah, t'as craqué un truc et en fait, tu viens d'autoriser le diable à se mettre dans son corps ou je sais pas trop quoi. Mais du coup, c'est vraiment bizarre et je comprends pas trop, tu vois, pourquoi elle pète des câbles comme ça pendant tout le film, tu vois. Alors, encore une fois, pendant la soirée, le fait qu'elle s'énerve parce qu'il doit embrasser une autre, ok. Mais je trouve je crois que c'est ce que je disais la dernière fois dans l'autre podcast, c'est que c'est trop poussé. Le côté malaise dans le film, tu sens que le réalisateur, il veut trop essayer de mettre mal à l'aise le téléspectateur, en fait. Il veut trop essayer de te faire un peu frissonner dans ton siège avec des scènes longues, tu sais, où elle est en soirée, puis elle bouge, elle se comporte bizarrement, tu sais, c'est cringe en fait. C'est un peu cette mode du cringe où on veut te faire oh là là, je suis trop mal à l'aise, trop bizarre et tout. Enfin, je sais pas, ouais, c'est un peu un truc qui me. Après, moi, c'est les moments que je trouve un peu bizarres, c'est pourquoi il y a un moment, elle marche à l'envers et tout, tu vois. Et puis pourquoi la nuit elle est réveillée et puis elle hurle. C'est un peu chelou. C'est oui, non. Mais alors, Jérémy m'a expliqué un truc aussi, parce que je lui ai parlé du truc de faire manger son chat et tout. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce délire avec ce chat, quoi? Et il dit, en fait, comme elle a des moments de conscience, il avait vu cette théorie, hein. C'est pas lui qui l'a trouvé, mais comme elle a des moments de conscience, il pense que c'est la conscience intérieure de l'autre qui quand elle lui fait le sandwich, c'est pour se venger un peu, en fait, de lui, de ce qu'il est en train de lui faire subir. Parce que quand elle fait le sandwich, il y a une photo avec écrit Not Me à côté ou un truc comme ça. Il y a une voilà, il y aurait un truc comme ça. Je sais pas, je trouve pas que ce soit un film qui vaille le coup qu'on ait des théories sur lui. Voilà. Enfin, à mes yeux, hein, encore une fois.
Donc ouais, honnêtement, ouais, j'ai vraiment eu un peu du mal avec ce film. Et c'est surtout, en fait, je pense que oui, peut-être que le film est réussi et tout, mais c'est surtout le sujet du film qui ne m'intéresse pas. À savoir cette espèce d'amour de marché amoureux actuel, en fait. Et je trouve que ça me déprime au plus haut point et ça me désole un peu, surtout pour toute la jeune génération. Enfin, en vrai, j'en fais partie aussi, hein. C'est juste que je suis un peu plus vieux, je pense, que ceux qui sont visés par ça, parce que j'ai plus 20 ans, hein, donc voilà. Je me demande ce que Cassandra va en penser. Je pense qu'elle va bien l'aimer, mais on verra. Mon pronostic, c'est qu'elle va bien l'aimer. Enfin bon, du coup, bilan, hein, je me suis lourdement trompé, hein, et je reconnais mon erreur pour France-Espagne, voilà. Je m'attendais à tout sauf à ça, et c'était la douche froide. Et puis, j'espère que je regarderai de meilleurs films prochainement pour aller un peu mieux. Et oublier tout ça. Je vais faire une pause de foot là, surtout que si c'est pour reprendre Saint-Etienne en Ligue 2 là, laisse tomber. Enfin, j'ai pas envie de continuer à me torturer, donc Bon, ben ça marche. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. À la prochaine, Ciao. bisous. Ciao, gamin. Hop hop hop. Et on n'oublie pas les cinéphiles, si ce podcast vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous et le partager. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles, un avis et vous abonner. Allez, la bisette.